Yo la team, comment ça va? Il semblerait que le marché bouge énormément en l'espace d'une semaine et on va avoir une émission très Gucci. Comment tu vas, Léo? Bah écoute, ça va. Beaucoup de taf dernièrement, etc. Je suis en plein rush, du coup, barbe bataillée. Là, je suis dans un état pitoyable. Mais c'est pour Dans les le bon tranchées. côté des choses, dans les trenches, exactement. Mais sinon, ouais, en ce moment, c'est magnifique. On a les marchés qui pump. On a Ether qui est enfin back. Et Ouais. on a plein de news bullish, notamment du côté des US. Donc ça fait extrêmement plaisir et voilà, plein de bonnes nouvelles dont on va pouvoir discuter aujourd'hui. Et toi, du coup? Bah écoute, moi je reviens de petites vacances en Égypte et TLDR, on mange bien, cool les pyramides pour le lore, mais tu pourras me payer, j'y remettrai plus jamais les pieds. Voilà, c'est très poli. Ouais, non, tu me disais qu'il sollicitait pas mal IRL, on va dire. C'est Scamland, c'est du jamais vu. Chaque interaction, c'est quelqu'un qui essaie de te baiser la gueule. C'est horrible. Voilà. C'est horrible, mais bon, nous voilà là, de retour avec des bonnes nouvelles. Donc, ouais, Ether qui a poussé, Solana qui est en train de pousser, et une grosse annonce qui a été faite il y a quelques heures de la part de Jito, avec une réponse sérieuse de la part de Solana face à Hyperliquid et au reste du marché d'ailleurs. Donc, on va en discuter. Ouais, franchement, il s'est passé v'là les trucs de positif pour Ethereum, pour Solana, pour l'écosystème au global. Voilà, après, ça fait longtemps qu'on est dans les cryptos, donc on s'en veut presque de se dire we are back. Cette fois, c'est différent parce qu'à tout moment, on peut se faire baiser, tu vois. Mais on est peut-être bien back cette fois, pour le coup. Bah, en fait, c'est ce dont on parlait encore une fois les dernières émissions, c'est que la demande, elle vient de la TradFi, en fait. Si tu regardes la news Ouais. d'Ethena, globalement, ils distribuent mieux ou plus leurs produits et leurs tokens via une entrée en bourse, ou en tout cas un instrument qui est tradable en bourse. Du côté de Ether, bah, en fait, il y a plein d'entreprises qui se mettent à acheter de l'Ethereum et faire des réserves, et c'est des entreprises qui sont souvent cotées en bourse. Si tu regardes les inflows sur Ethereum et sur BTC qui font beaucoup bouger le marché, bah, ils sont titanesques. Et si tu regardes encore une fois la demande pour les stablecoins et toutes ces choses-là, pareil, ça print de malade. Et en fait, ce qu'on se rend de plus en plus compte, c'est que la TradFi amène beaucoup d'argent, mais si tu ne suis pas leur argent, tu n'en feras pas. Donc en gros, là actuellement, c'est la TradFi qui dicte pas mal les prix, les variations et les narratives. Et du coup, il s'accapare clairement notre écosystème. Mais après, ça fait rentrer aussi des acteurs sérieux. Et ça permet de, je pense, comme j'expliquais auparavant, de rationaliser un peu plus certains projets, certains investissements, etc. Mais ouais, et puis derrière, le lobbying énorme aux US, tu vois, je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me suis dit encore une fois, donc les US qui ont passé le Genius Act par rapport au stablecoin, donc qui permet beaucoup de choses, beaucoup de flexibilité, et le Clarity Act qui avait pour but de clarifier tout le framework, tout l'encadrement autour des cryptos et de leur régulation. Au final, les US sont arrivés en retardataire, mais ils sont arrivés avec un président qui est pro-crypto, qui a poussé tout ça. Et au final, en fait, la TradFi et les gros fonds et les grosses entreprises s'alignent parce que c'est la tendance, mais surtout parce que maintenant, ils n'ont plus vraiment d'excuses. Ils ont accès à tout ce dont il leur faut pour s'exposer au marché crypto. Et commencer à interagir un peu plus avec. Là, pour l'instant, on effleure pas mal, je trouve, ce pont entre TradFi et crypto d'un point de vue surtout spéculation, investissement. Mais il faut prendre en compte que je pense que ça va être de plus en plus ancré en termes d'intégration dans la DeFi, tu vois, parce que du coup, là, il y a AV aussi qui a voté pour que, en gros, ils puissent mettre leurs produits en white label via Inc. Je suppose que c'est un lien avec la TradFi. On avait vu le World Liberty Finance, qui était donc le projet de Trump, en lien étroit avec AAV, qui va d'ailleurs prendre une grosse partie des tokens. On voit l'arrivée des tokenized stocks, etc. Pour moi, c'est ça la partie la plus excitante, c'est comment ces deux mondes vont s'interconnecter d'un point de vue fonctionnalité et finance, plus que d'un point de vue, il y a de l'argent qui rentre dans l'écosystème. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais c'est surtout comment ils vont pouvoir utiliser cet argent dans l'écosystème qui va être intéressant à suivre.
Tout à fait. Bah, en fait, pour résumer ce qui se passe, c'est que là, on a un marché qui gagne clairement en maturité, il y a plus de doute, où on voit vraiment des protocoles, que ce soit des Layer 1 ou des applications, qui sont capables de générer des revenus et qui essaient d'une manière ou d'une autre de redistribuer ces revenus par le biais de buyback ou autre. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et ça fait totalement sens avec cette histoire d'entreprises qui se font des grosses trésoreries en crypto-monnaie. Parce que du coup, ça fait de la pression acheteuse constante sur la crypto-monnaie et ça change complètement le game. Parce que là, tu as un intérêt supplémentaire à ce que la crypto-monnaie, elle prenne de la valeur dans le temps. Tu n'as pas intérêt à te faire une trésorerie dans un truc qui va aller à zéro. Donc, on va dire qu'à partir du moment... Juste à partir du moment où tu as un gros acteur qui est capable de dire bon, bah voilà, moi j'y vais grosse couille dans soit BTC, soit Ether, soit Solana, pour ce qu'on voit principalement, tu peux dire bon, ok, ces projets, c'est plus de simples altcoins, ça devient vraiment des produits financiers à part entière. Ouais, et puis surtout, moi je trouve que l'annonce d'Ethena elle est très intéressante parce que de ce que j'en comprends, c'est un peu genre une sorte de. En fait, je sais pas à quel point c'est un proxy ou une exposition directe au jeton ENA. Parce qu'en fait, en gros, du coup, on en parlera peut-être un peu après, mais globalement, Ethena rentre en bourse sous le nom de Stablecoin X avec le ticker USDE. Et en gros, cette société, elle accumule du ENA. Donc en fait, contrairement aux IPO ou en tout cas aux entrées en bourse jusqu'à maintenant, où bah, en fait, en tant que crypto natif, tu pouvais pas vraiment t'exposer à la réussite de l'action ou de ce qui est coté en bourse. Là, a priori, il y aura un lien qui est beaucoup plus fort. Surtout qu'en plus, Ethena active plus ou moins les buybacks de ce que disait Joe Star sur Twitter. Et bah, du coup, c'est ça qu'on cherche, c'est un alignement entre les crypto-natives, donc des gens qui ont interagi avec les produits de ces entreprises jusqu'à maintenant, et l'instrument financier qui est disponible après du côté de TradFi. Et si on arrive à avoir une interconnexion encore plus forte à ce niveau-là, bah en fait, nous, en tant que crypto-natifs, ça nous donne beaucoup plus d'opportunités. Parce que jusqu'à maintenant, ces opportunités-là, elles restaient uniquement du côté de TradFi. Il y avait de l'intérêt, c'était cool, mais si tu étais on-chain, t'en profitais beaucoup moins, quoi, ou pas. Et du coup, on se pose la question sur les quelques actifs qui rentrent dans ce jeu-là, donc BTC, Ethereum, Solana, maintenant Ethena, et on en verra peut-être d'autres. Est-ce qu'on aura les mêmes niveaux de volatilité qu'avant, tu vois? Parce que là, potentiellement, on va avoir une pression acheteuse qui pourrait être assez violente. Pour moi, la volatilité, on parle de la volatilité, mais on regarde sur Ethereum la volatilité que la TradFi a amenée, là, tu vois, sur les dernières semaines. Donc, en fait, la volatilité, c'est quelque chose que tu peux pas estimer à court terme, c'est plutôt quelque chose qu'on estimera à long terme, tu vois. Tout comme la volatilité de BTC baisse, bah en fait, c'est notamment parce qu'il est plus capitalisé, qu'il y a plus d'acteurs qui se positionnent dessus, etc. Et en fait, tu peux pas, genre un actif qui est très capitalisé, il a beaucoup moins de probabilité d'être volatile. Et du coup, bah en fait, plus on va avancer dans le temps, plus on aura beaucoup d'actifs qui seront très capitalisés, et du coup, parce qu'ils seront appréciés dans le temps, et du coup, c'est ce moment-là où la volatilité va baisser. Donc c'est plutôt, je pense, une conséquence qui arrivera plus tard. Mais je pense que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop à se soucier de la volatilité, surtout quand on regarde CoinGecko ou CoinMarketCap sur les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours, ça bouge de partout et c'est une bonne chose. Bah écoute, ouais, ça va être une belle émission. Si vous nous écoutez sur YouTube, voilà, c'est une émission qu'on fait généralement tous les dimanches. Bon là, ça se fait un lundi parce que cette fois, c'était moi qui n'étais pas disponible. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'en profite pour vous dire qu'on a 2 épisodes liés à la sécurité de vos crypto-monnaies qui sont sortis sur la chaîne. Un 3e épisode qui sortira probablement cette semaine. Il faut que je termine le montage demain. Donc c'est cool. Et voilà, pour ceux qui se posent la question, faut acheter, faut vendre, faut faire quoi, etc. On n'est pas devin. Par contre, on voit bien que le marché arrive à chaque fois à nous mettre une baffe. Pendant des mois, on s'est fait chier, à l'exception de Bitcoin et Hype, du coup. Et là, d'un coup, ça repart. Et fondamentalement, c'est pas qu'il y a un changement drastique. C'est Ethereum qui repart. Mais Solana aussi a quand même fait une belle perf ces 2 dernières semaines. Ouais, mais en fait, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est Ethereum qui embarque tout le monde avec lui d'un point de vue altcoin. Et en fait, si tu regardes, genre tous les altcoins n'avaient pas décollé jusqu'à maintenant. Et le moment où Ethereum décolle, c'est tout le monde qui suit avec. Et du coup, en fait, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Ethereum continue de s'apprécier pour faire pump tout le reste de nos bagues, quoi. Clairement. Et du coup, c'est fou parce que on le dit tout le temps, mais il faut le rappeler, c'est le prix qui fait le fondamental, en fait. C'est pas le fondamental qui fait le prix. Il s'est fondamentalement pas passé des trucs de dingue en 2 semaines sur Ethereum. Simplement, il a passé beaucoup de temps à un prix un peu dégueu, où justement les gens étaient focalisés sur le fait que c'est BTC qui perf. Et là, voilà, on s'approche des 4000$ sur Ether et tout le monde revit, quoi. Alors qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé sur Ether, fondamentalement. Par contre, comme les prix bougent... Fondamentalement, genre d'un point de vue technique,
Oui, enfin, en gros, c'est genre une appréciation continue, genre des fondamentaux techniques, mais d'un point de vue plus fondamental financier, tu as plein de boîtes qui se mettent à accumuler pour des centaines de Ouais. millions ou des milliards de Ethereum. Et donc ça, en vrai, je pense qu'on peut l'inclure dans la partie fonda, et ça, c'est ce qui a le plus d'impact en vrai. Et bah, c'est plutôt une bonne chose. Après, je sais pas jusqu'où ça va aller, toutes ces choses-là, mais c'est fou, tu vois. Enfin, du coup, il y a Joseph Lubin, du coup, qui est un des co-créateurs de Ethereum et qui dirige Consensus de mémoire, qui est au board, qui gère la boîte qui Du s'appelle conseil d'administration ouais, Sharplink Gaming. de C'est ça. Sharplink, qui accumule énormément d'Ethereum. Je trouvais ça étonnant, tu vois. Mais bah, du coup, ça montre qu'il y a des gros acteurs qui se positionnent dessus. Et pareil, sur la news Ethena, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés, genre Polychain, Pantera, Paradigm, enfin tous ces Ok. mecs-là, enfin ces gros fonds, etc. Et je suppose que, enfin, en gros, les changements qui arrivent en ce moment, ils sont beaucoup plus profonds. Et je trouve juste le timing très intéressant parce que, genre, tout d'un coup, tout le monde a un plan pour acheter de l'Ethereum, alors que ça fait genre 2 ans, personne ne le fait, mis à part la famille Trump qui disait achetez-en, vous me remercierez plus tard, et qui nous ont offert une belle chute avant cette reprise, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, encore une fois, le marché prend vraiment en maturité. Peut-être qu'on refera les comptes dans quelques mois et on dira ouais, on s'est encore fait avoir sur un narratif bidon. Mais là, je pense que ce narratif, il est quand même beaucoup plus séduisant parce que c'est un narratif qui nécessite une pression acheteuse constante. Voilà. C'est tout. Bah, en fait, concrètement, ce qui s'est passé sur Bitcoin s'applique exactement à Ethereum maintenant. Enfin, en gros, sur Bitcoin, on avait MicroStrategy et de plus en plus de Bitcoin Treasury Company qui accumulaient du BTC, plus on a de l'argent qui arrivait via les inflows d'ETF. Et là, sur Ethereum, tu vois la même chose se calquer et se reproduire. Mm. Et enfin, pour moi, c'est pas du tout une tendance court terme. Alors peut-être qu'on peut avoir des dips, des retracements, des choses qui nous font un petit peu temporiser, mais on le voit souvent, genre les arrivées d'inflow et d'intérêt TradFi, genre c'est souvent, ça se fait par vague en fait. Et c'est pas des vagues qui sont court terme, c'est genre des tendances genre long terme qui se dessinent. Tout comme on le voit sur BTC, genre sur les ETF, l'accumulation elle est relativement linéaire et forte. Enfin, c'est une tendance long terme qui se dessine. On voit la même chose sur Ethereum, et donc je vois ça bien continuer. Et puis, enfin, c'est une prophétie autoréalisatrice dans le sens où, genre, si tout le monde dit qu'on achète de l'Ethereum et qu'ils en achètent et qu'il y a encore d'autres gens qui le voient, etc., enfin, ça fait un effet boule de neige qui fait que bah, c'est un truc qui dure aussi dans le temps, quoi. Tout à fait. Et du coup, bah, ce que je te propose, c'est après cette belle intro qui, j'espère, va exciter un petit peu les gens. Déjà, ça se voit qu'il y a un petit peu plus d'activité en termes de viewers, de chat et tout. Bah, c'est d'attaquer directement. Donc, soit on attaque par la partie technique, soit sur la partie fondamentale actu, en sachant que mon niveau fonda actu, j'ai 10 milliards de notes. Okay. Je suis même pas sûr qu'on voit tout ça ensemble, mais voilà, c'est comme tu le sens. Bon, on peut laisser le chat voter. Je vous laisse dire dans le chat par quoi on commence, et on s'adapte. Comme ça, vous choisissez un petit peu plus, c'est un peu plus interactif. Racontez-nous comment le Doge va à 75 centimes. C'était dans mes plans, ne t'inquiète pas. Ouais, bah là, c'est vrai que ça donne envie de FOMO. Hein. Je me suis tâté à avoir un peu moins de stable et je l'ai pas fait, tu vois. Je regrette un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ils veulent de la thé. Ouais. Ok, bah ça va partir sur ça. Hop. Normalement, on voit bien mon écran. Je confirme. Ouais. Ok, nickel. Ok, nickel. Bon, on va commencer par BTC. Hop. Bah écoutez, BTC, en fait, c'est simple. On est juste en énorme ligne droite. Moi, je vous expliquais les dernières semaines que en fait, le piège, il se positionnait potentiellement genre à ce moment-là quand on retestait la borne haute du range. On s'est fait une petite frayeur. Et au final, on a directement rattrapé. Et à partir de ce moment-là, pour moi, j'ai dit c'est bullish parce que si on récupère ce niveau-là, il y a très forte chance qu'on enchaîne sur un ATH. Et puis derrière, on repart en découvert de prix. Et en découvert de prix, historiquement, c'est le moment le plus intéressant parce qu'il n'y a pas de repère. C'est des prix qu'on n'a jamais cotés. Et du coup, en fait, ça permet souvent d'accélérer assez rapidement. Donc, sur BTC, toujours aussi fort. Là, on est un peu dans une période de consolidation. Et donc, pour moi, du côté de BTC, tout va bien. Par contre, sur BTC, pour moi, genre, on ne doit pas retourner, je dirais, sous les 108, 107. On peut se faire une petite frayeur ici, mais pour moi, si on commençait à retester ce niveau-là où il est passé trop de temps, ce serait assez inquiétant. Mais comme vous voyez, il y a les EMA 9 et 18 ici en weekly. En 3 jours, ça suit aussi, en 2 semaines aussi. Donc en fait, progressivement, ces moyennes mobiles exponentielles vont monter. Et historiquement, ils nous ont surtout servi de support pour défendre cette tendance ici, qui est une tendance haussière long terme, puisque, comme vous le voyez,
des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Et donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je reste dans cette dynamique, c'est-à-dire que pour moi, tant qu'on ne prend pas slow, je pars du principe que toutes les chutes seront des higher lows, donc des opportunités d'achat, dans le but de viser tout simplement un higher high. Mais comme vous l'aurez vu, BTC c'est cool, mais l'action se passe réellement du côté d'Ethereum, qui nous a réalisé une bougie des enfers sur la semaine dernière qu'on a clôturé justement cette nuit. Et je suis content et pas content en même temps, dans le sens où moi je vous disais sur Twitter que pour moi cette zone bleue elle était genre idéale pour se positionner, parce que d'un point de vue risk-reward elle était vraiment intéressante, et sur des grosses time frames elle était parfaite. Au final on a à peine tapé et puis on est parti en ligne droite, et donc je suis pas content parce que j'ai pas pu en profiter comme je voulais. Mais voilà. Et du coup, maintenant, d'un point de vue mensuel, ça devient vraiment intéressant, parce que en soi, tu as une longue consolidation dans ce range-là. Cette résistance, ça fait je sais pas combien de fois qu'on la tape. Et pour moi, genre, on peut avoir une petite correction et tout, mais moi, je vois bien cette résistance se faire transpercer. C'est-à-dire que, je parle sur genre la time frame actuelle que je regarde, c'est-à-dire du mensuel. Évidemment qu'en 3 jours, on peut monter, on peut galérer ici, peut-être avoir une correction, repartir, j'en sais rien. Mais si on regarde sur une grosse time frame, style par exemple 3 mois en logarithmique, on voit clairement que en fait, ce niveau de résistance ici, c'est le même ici, et on l'a juste testé genre 10 milliards de fois, quoi. Du coup, perso, en fait, pour moi, d'un point de vue graphique, long terme, en plus en log, etc., c'est ultra, ultra, ultra bullish. Et en fait, tous les dips pour moi sont des opportunités d'achat. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que, en fait, maintenant on en est loin, etc. Mais d'un point de vue purement graphique long terme, genre maintenant, ce lot, il fait vraiment sens en termes d'invalidation. Et je pense que, sincèrement, on ne retournera plus jamais sous ces prix-là. J'ai extrêmement du mal à le concevoir. Donc, dans l'ensemble, pour moi, c'est ultra bullish ce qui se passe sur Ethereum. Mais voilà, j'ai pas pu en profiter comme je voulais, honnêtement. Et si jamais on a des consolidations, genre des corrections ou des choses assez intéressantes, je me positionnerai dessus, notamment sur les dérivés. Mais là, pour l'instant, acheter vertical comme ça m'intéresse pas. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est plutôt longue la tendance sur les produits dérivés, surtout quand tu as une tendance qui est aussi forte. Et le moment où on me donne tort, souvent, c'est la fin de cette tendance-là. Donc, en gros, sur des moves comme ça, j'y vais juste comme un con à l'achat en suivant la tendance. Et puis, le moment où je me fais invalider, souvent, c'est que c'est la fin de la tendance. Donc, souvent, 15-30 minutes, c'est pas mal pour détecter des consolidations, des belles structures. Typiquement, moi, je regarde des moments où on chasse les stops et on marque des W, tu vois, genre comme là, genre des W dans des W après une petite consolidation. C'est parfait. C'est des choses qu'on a même pu voir avant. Petite chasse de stop, petit W sur un niveau de support qui est assez intéressant. Donc voilà, moi quand c'est vertical, je peux pas acheter en spot, mais sur les dérivés, souvent j'attends des consolidations pour essayer de prendre la suite de la vague, quoi. Mais voilà, donc globalement tout se passe plutôt bien sur BTC, sur Ether, mais surtout une énorme surperformance d'Ethereum. Et on peut le voir sur le graphique Ether contre BTC. Mais si on dézoome et qu'on se met en linéaire, alors certes il se passe des choses, et on a fait quasiment x2 honnêtement depuis les lots. Et Boubou me disait, on le voit plus trop ce graphe, t'en parlais, etc. Mais en fait pour moi ça change pas mon regard dessus, qui est que long terme, je pense que Ethereum va continuer de sous-performer BTC. C'est-à-dire que moi actuellement j'envisage pas un retour au-dessus de ces highs un jour. Et donc, on peut avoir une surperformance qui continue, qui nous amène même encore à faire un x2 contre BTC. Mais ça ne change pas que, pour moi, le fait qu'on ait retesté autant, qu'on ait retracé toute la hausse qu'on avait avant, et le fait qu'on reteste l'eau, pour moi, d'un point de vue long terme, c'est pas une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que, même si je suis content pour Ethereum et que il y a une claire surperformance à choper, et que je pense même surtout que si on déborde les $4000, ça peut vraiment partir en giga couille. Même en prenant ça en compte, je garde en tête que mon objectif, c'est surtout d'accumuler plus de BTC. Mais quand je vois le graphique long terme en log d'Ethereum, moi, j'ai l'impression surtout qu'on peut avoir des targets haussières genre bien plus haut. Genre en mode, ça m'étonnerait pas qu'on fasse genre un x2, x3 à partir de là. Après, voilà, c'est toujours une question de time frame et de patience. Et c'est pas parce que je pense ça que tu peux pas te faire liquider à court terme et faire de la merde. En fait, le plus dur en trading et en investissement, c'est d'être patient. C'est d'être capable de ne rien faire et de suivre une idée et de la respecter. Et pour le coup, moi, j'avais l'idée sur Ethereum, notamment de la box bleue en bas là, mais j'ai pas pu en profiter. Et même si j'avais l'idée, le bon biais, j'en ai pas profité comme je le souhaitais. Donc voilà, avoir les bonnes idées ne suffit pas. Vous pouvez tout simplement faire de la merde dans l'exécution. Et c'est pour ça qu'il faut éviter, si vous êtes un débutant,
de rentrer sur des choses qui pourraient pousser ou exacerber votre impatience, puisqu'au final, ça vous fera perdre de l'argent. Je pense notamment aux produits dérivés si vous n'avez pas d'expérience. Donc ça, c'était pour Ether. Mais ce que j'aimerais faire, c'est de vous partager tout simplement en fait, les inflows qu'on a vus récemment, parce qu'on voit clairement que en fait, ça a un impact énorme et surtout qu'on voit des tendances assez intéressantes. Donc, d'un point de vue BTC, bon, on a l'impression que c'est habituel, mais il faut quand même réaliser l'argent qui est injecté. On parle globalement d'une moyenne peut-être de 400-500 millions par jour depuis un bon moment. Et puis d'un point de vue cumulative flow, genre comme vous le voyez, il y a juste trop d'argent qui rentre dans BTC via les ETF et ici encore ça le représente. On est quasiment à 55 milliards de dollars qui sont rentrés dans ces ETF-là. Je ne parle pas de ce qu'ils ont sous gestion, je parle de ce qui est rentré depuis qu'ils l'ont lancé, dont une majorité ici en noir correspondant à BlackRock. Et comme vous le voyez, la tendance est claire et c'est ce que je vous expliquais. Souvent, la tendance long terme, elle est claire et ce n'est pas des narratifs qui disparaissent. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut être un peu plus serein dans le fait que en fait, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et que ce n'est pas un faux mouvement. Et du côté d'Ethereum, en fait, c'est super impressionnant parce qu'on a des inflows qui sont aussi gros que BTC dernièrement, sauf que Ethereum est 5 à 6 fois moins capitalisé que BTC. Donc en gros, c'est comme si on multipliait ces chiffres par 6 pour pouvoir vraiment les comparer aux infos sur BTC. Et ce qu'on voit, c'est que c'est titanesque. Faire rentrer 600 millions ou 700 millions en une journée sur Ethereum, forcément, ça a un impact énorme parce que le marché est beaucoup moins liquide. Et là, on le voit, la tendance clairement. Voilà. On a fait rentrer depuis le début 7,5 milliards de dollars dans ces ETF-là, en incluant les sorties de Grayscale. Et encore une fois, BlackRock domine. Et la tendance est ultra forte. Donc, vraiment une bonne chose. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je voulais vous parler aussi de d'autres assets qui sont hyper intéressants. Je pense notamment à Doge. Pour moi, Doge, en gros, je suis ultra bullish Doge, tout simplement. Pourquoi actuellement, on a eu une consultation qui a été hyper longue, puis une montée assez forte ici, et globalement, tout le monde a oublié. Sauf que c'est typiquement ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on prend ce mouvement de hausse, on retrace 61 à 70% de ce mouvement-là, et ça nous permet d'obtenir l'optimal trade entry, à savoir la reload zone ici, pour le coup, acheteuse. Et donc, c'est souvent là où on obtient les meilleurs risk-reward parce que c'est là où en fait, on est le plus proche du dernier point d'invalidation, à savoir le higher low. Donc, c'est-à-dire que, en fait, si on regarde d'un point de vue log en weekly ou même en mensuel, elle est en 2 semaines, comme ça on voit bien, on voit qu'on fait des creux toujours de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Donc, on a une tendance haussière qui est claire ici à long terme. Bon, encore faut-il que voilà, on refasse un ATH, mais clairement, la dynamique est haussière. Mais c'est surtout la gueule à la charte que je trouve très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici en mensuel, on a retesté un niveau qui était ultra important, notamment ce niveau ici qui nous servait de support jusqu'à maintenant. Puis qui nous a servi de résistance pendant le bear market, puis de résistance encore ici, et qu'on a flip ici en support. Et en plus de ça, on a la reload zone, et surtout, on a validé un W weekly, c'est-à-dire que ici, comme vous le voyez, on a fait un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et on a clôturé ici au-dessus. Donc la neckline, c'est tout simplement la clôture ici en weekly, et comme vous le voyez, on a clôturé au-dessus, et donc là, on a concrètement validé un retournement de tendance en weekly dans une zone optimale pour se positionner. Sachant qu'en mensuel, on est dans une tendance haussière, comme vous le voyez, avec des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Donc en fait, tu as le high time frame, donc le mensuel qui est bullish, tu as le moyen terme en weekly qui a reflip bullish en plus de nous donner un truc intéressant, et en daily, en 3 jours, derrière ça s'enchaîne et on a du momentum. Et ce qui me rend assez optimiste, c'est que moi je regarde souvent les mouvements en log pour me rendre compte de la volatilité et surtout de la vraie taille des mouvements, parce qu'en linéaire, c'est déformé, quoi. Et en fait, j'ai surtout l'impression que si on commence à s'affranchir de cette zone ici, tu vois, typiquement là où on avait trouvé de la résistance sur le dernier cycle ici, avant de passer en bear market, et ici, c'est un niveau qu'on a testé de support, mais qu'on n'a pas réussi à tenir. Pour moi, si on le déborde et qu'on réutilise ce niveau en tant que support, en fait, c'est tout simplement direction ATH. Et sauf que, en fait, un ATH, globalement, c'est x3 à x4 des prix actuels. Et on voit plein de coins qui partent en couille, notamment XRP, qui sont dans ce même délire-là, sachant qu'on a Musk et tout. Donc, ma conviction, c'est que Doge peut vraiment offrir une belle performance. Après, on n'est jamais à l'abri que ça dump et qu'on
fasse perdre de l'argent, hein, concrètement. Mais pour moi, l'invalidation, elle est claire, elle est tout simplement sous Solo, parce qu'en fait, si jamais on retourne sous Solo, comme j'expliquais en mensuel, ben, on impacterait la tendance long terme haussière, qui est des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Donc pour moi, ici, si on repasse sous les 0,14, moi, je me taille. Moi, je suis rentré en moyenne autour de, ici, je crois, 0,24, 0,25, je crois, c'était au moment de mon tweet. Et moi, je target tout simplement un ATH. Et si jamais on a des moments de faiblesse, à ce moment-là, je pense que j'irai couper. Parce qu'en fait, si tu regardes Doge, il est très clair, c'est-à-dire que c'est des hausses fortes. Et le moment où ça ralentit, souvent, tu retraces tout, ou genre une énorme partie. Donc moi, je rentre dans la fusée. Et si jamais je vois un ralentissement, historiquement, ça nous amène à des plus gros retracements. Et donc voilà. Donc c'est un peu une sorte de coin flip, on va pas se mentir. Mais historiquement, ça c'est intéressant. Et donc c'est pour ça que je crois pas mal en Doge. Sinon, dans les autres assets qui s'apprécient beaucoup et qui font un peu partie aussi des Dinocoin, on a XRP qui vient tout simplement de réaliser un nouvel ATH et qui nous a d'ailleurs fait une belle chasse de ces niveaux-là avec des petites mèches ici. Et derrière, il a validé quoi en weekly? Un énorme W ici, en se maintenant au-dessus d'un niveau de support. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis derrière, on est parti en ATH. Et donc la question, c'est jusqu'où on va en fait. Mais en logarithmique, on a l'impression qu'on a beaucoup de marge. Donc après, c'est fou de parler de cet asset, etc., de cette manière. Mais graphiquement, là, qu'est-ce que je vois? Je vois que la plus grosse résistance sur le graphique vient d'être flip en tant que support. Et on est parti, on est de retour en découverte de prix. Enfin, comment être bearish? Pour moi, l'invalidation sur XRP, elle est simple. Pour moi, si on retourne tester les 1,88, faut juste partir, sauf qu'il peut, parce que, on a déjà retesté ce niveau-là. Il n'y a pas de sens qu'on y retourne. Si on y retourne, je pense que ce sera pour aller bien plus bas. Et du coup, c'est vraiment impressionnant de voir un graphique aussi bullish sur un asset aussi bullshit. Donc ça, c'était pour XRP. Sinon, j'ai vu que ça bougeait pas mal sur... en fait, sur beaucoup de cryptos, en ce moment, on voit tout simplement des W weekly. Et donc, là, je regardais Solana, mais un des trucs qui me saute aux yeux et que j'ai regardé tout à l'heure, c'est Jup en fait. Jup qui a retracé énormément et qui est une sorte de bêta play de Solana. Et là, on essaye de valider seulement un retournement de tendance en faisant un W, donc un double bottom. Et derrière, on casse le dernier high pour le valider et le confirmer. Donc, c'est assez intéressant. Moi, Solana, je suis pas fan et tout, mais graphiquement, c'est plutôt cool parce que, comme je te l'expliquais, en fait, on était un peu au milieu nulle part. Tu sais, j'avais dessiné un range globalement qui ressemble à mes yeux à ça. Et tant qu'on était entre les deux, c'était du bruit à mon sens, tu vois. Sauf que là, en fait, on est en train de casser ce haut de range dans lequel on est resté dedans. Et en fait, ça pourrait être assez bullish dans le sens où en fait, il n'y a pas de résistance significative au-dessus, si ce n'est le dernier ATH qui est ce niveau ici et qui était ce niveau ici sur lequel on a top avec le meme coin de Trump. Donc plutôt bullish sur Sol, mais c'est pas j'aime bien, mais c'est pas le scénario idéal. Genre perso, d'un point de vue risk-reward, je préfère largement Doge, mais après c'est beaucoup plus incertain et volatile, quoi. Donc ça dépend de quel point de vue on se place. Et sinon, dans le même style, genre pareil, on a des altcoins qui se réveillent. Donc on a Tao, il y avait Morpho dont j'avais parlé, qui a fait un petit W weekly ici, qui a bien push. On a LTC qui a aussi validé un W weekly et qui essaie de défendre sa tendance long terme. On a AV qui, globalement, toutes les charts en ce moment sont assez bullish, mais je pense que ça pourrait être bien de regarder les totaux, notamment en pair BTC. Donc, mais les charts de jetons en général qui ont de l'ancienneté, à quelques exceptions près. Ouais, pas mal. Des Dinocoin, quoi, beaucoup. Mais ouais. Mais après, d'un point de vue overs, donc c'est tout ce qui est en dehors du top 10, divisé par BTC, donc en pair BTC, on voit qu'on a eu un beau rebond. Ça fait un rebond genre de l'ordre de 20-30%, mais on est toujours en énorme sous-performance comparé à BTC. Et si on regarde le total 3, qui est tout ce qui est en dehors de BTC ETH, donc qui inclut BNB, Sol, etc., en pair BTC, on voit que ça rebondit fortement. On a une appréciation de quasiment de plus 50% juste sur ce mouvement. Mais si c'est quelque chose, c'est probablement juste le début, quoi. Parce que pour l'instant, c'est pas encore significatif, quoi. De toute façon, c'est très simple. L'argent rentre d'abord dans BTC, ensuite il rentre dans Ether, ensuite il rentre dans les altcoins, et ensuite il rentre dans les meme coins globalement et les NFT qui arrivent un peu en bout de chaîne. Donc voilà. Mais tout ce que je vois, c'est assez bullish.
Et ce qui est aussi très très bullish, c'est les stablecoins. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur Tether, on a imprimé, je crois, 3 milliards en très peu de temps, en une semaine. Ouais, c'est ça, 3 milliards en une semaine. Et la demande ne fait qu'augmenter. Même sur l'USDC, c'est le cas. Et si tu additionnes les deux, en un mois, on a pris 7 milliards sur le mois de juillet. Donc, c'est vraiment costaud. Et globalement, ça montre que la demande est là, quoi. Et c'est quelque chose qui nous rassure. Parce qu'en fait, si on voit qu'on a de la demande à la fois sur les stablecoins et à la fois sur les ETF, tous les feux sont au vert, quoi. En fait, ce qu'il faudra surtout surveiller, c'est pas le moment où c'est pas le moment où ça baisse, c'est le moment où ça ralentit. Ce qu'on veut, parce qu'en fait, en gros, le moment de vendre, c'est quand la tendance ralentit ou se ramollit, s'essouffle, plutôt que quand elle s'inverse, parce que souvent c'est trop tard, ça prend trop de temps, quoi. Et c'est dans ces ralentissements-là qu'on peut un peu plus anticiper les choses, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les coins majeurs. Et je crois que c'est à peu près tout, parce qu'après d'un point de vue TradFi, tout va bien. On a toujours un S&P qui décolle, qui est toujours en découverte de prix. Si on regarde en paire euro, je vous parlais de cette petite consolidation ici, qui au final break à la hausse et se met sous forme d'une poursuite haussière. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, j'ai vu qu'il y avait Coinbase qui avait fait un nouvel atterrage aussi. C'est assez impressionnant. C'est quelque chose. Et puis derrière, on a aussi Robinhood, qui n'est pas une boîte crypto, mais qui se lance de plus en plus en crypto, qui c'est encore aussi apprécié, et c'est notamment une des boîtes que j'avais achetées, donc plutôt content de ça. Stratégie qui peine un peu plus, mais qui s'apprécie aussi. Et puis derrière, on a vu l'arrivée, comme je vous l'expliquais, des Bitcoin Treasury Company, mais aussi des Ethereum Treasury Company, et c'est ce qu'on voit avec Sharplink, notamment avec Joseph Lubin au board, quoi. Donc voilà. Et aussi quelque chose d'intéressant, c'est que la dominance BTC commence enfin à faiblir. Avec un top à 66%. Ouais, avec un top à 66%. Après, si on exclut les stablecoins, on est même monté à 71%, tu vois. Donc, c'est vraiment impressionnant. Mais voilà, on voit clairement qu'il se passe quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, globalement, en ce moment, c'est Ethereum et XRP qui dominent et qui, d'ailleurs, en fait, absorbent tous les volumes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre en crypto, c'est que c'est des rotations de liquidités. Genre, c'est très difficile que tout pump en même temps. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils prennent des profits sur BTC, ils les mettent dans Ethereum. Ils font la même chose sur Ethereum, ensuite ils passent sur XRP, parce qu'en fait, en gros, genre, t'as pas un montant infini d'argent dans le marché. Donc forcément, genre, quand un monte, souvent, ça peut affaiblir d'autres, sauf quand tu as des entrées majeures, comme on peut le voir un petit peu aussi avec la TradFi. Mais donc, c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres coins qui sont plus à la peine, parce qu'en fait, on crée un peu des trous noirs de liquidité où en fait, tout le monde veut être sur l'actif qui surperforme tout le reste. Et du coup, en fait, la liquidité devient bien moins bonne sur le reste. Et s'accumule, et c'est ce qu'on voit sur XRP qui domine totalement en termes de trading volume. C'est la 5e crypto la plus tradée. Aujourd'hui, c'est la même chose pour Doge, qui a quasiment le même volume qui a quasiment le même volume que XRP. Le 24 heures volume. On voit pas ta page si jamais. Ouais, mais hop, je pense qu'on le voit maintenant. Oui. Mais c'est ce que je montrais ici, tu vois, genre sur les volumes, aujourd'hui on a 73 milliards sur Ether, donc 2 fois plus tradé quasiment que BTC, enfin plus 50%, c'est énorme. Et puis derrière, tu vois, ce que je disais par des trous noirs de liquidité, enfin, t'as XRP et Doge qui font genre 11 et 14, alors d'habitude ils font peut-être 1, 2 ou 3, tu vois. Donc en fait, il y a beaucoup d'argent qui rentre sur les dérivés. Question, Léo. Ces cryptos-là. Ouais. On parle du Doge, mais le Trump, le memecoin Trump. Ouais. Avis memecoin Trump, parce que tu vois, la semaine dernière, je me disais presque, est-ce que j'achèterais pas du Trump? Évidemment, j'ai pas fait parce que j'arrive pas à concevoir d'acheter un memecoin comme ça. Mais je me dis, avec ce qui va se passer là, dès demain d'ailleurs, on devrait avoir un rapport qui va être rendu par le gouvernement américain concernant une réserve stratégique en Bitcoin, et puis potentiellement concernant des réglementations supplémentaires sur l'intégralité du circuit crypto. Il y a peut-être un coup à jouer sur Trump. Peut-être pour moi, Trump, c'est de la grosse merde. Après, peut-être qu'il peut faire un plus 40% une journée, et puis voilà, ou plus 100% une journée, et puis après s'étendre. Enfin, c'est typiquement le truc que je vois si jamais il se passe quelque chose. Mais il m'intéresse pas parce qu'il y a trop d'unlock, il y a trop de teams. Enfin, je trouve que moi personnellement, c'est moins dans mon profil. Après, je sais que ça peut intéresser des gens, tu vois, des gens qui mettent 1 ou 2% de capital dessus, qui disent soit ça va à 0, soit je fais x3, x4 en une journée.
et qui mettent leurs ordres à l'avance, quoi. D'ailleurs, Capet, on voit plus ta cam, si jamais. Ouais, je sais, je suis dessus. Mais voilà, donc moi, personnellement, je m'en carre un peu de Trump. Et après, sur les memecoins, il se passe des vraies choses. On le voyait avec SPX 6900, qui est tout simplement en ATH. Si tu regardes Fartcoin, c'est la même chose. Fartcoin qui a flip pump en market cap, je crois. Tu vois, Fartcoin qui s'excite aussi pas mal. Enfin bref, en gros, tu as beaucoup d'activités sur ces memecoins-là. Mais c'est un peu trop extravagant à mon goût et c'est difficile de se positionner. Mais c'est des trucs qui peuvent prendre. Je crois même que ça a dû peut-être s'apprécier avec les histoires. Donc ça s'est pas mal apprécié avec les histoires de Launchpad comme Pump, etc. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Pump qui n'a pas du tout performé pour l'instant, quoi. Et qui n'a pas été listé sur Binance d'ailleurs. Mais ouais, qui ressemble à ça. Après, on ne sait jamais, tu vois. Petite consultation ici. Pump, je juge pas. Pump, je juge pas, je rentre pas dans le jeu. Tu sais, c'est la guerre de celui qui a raison, de ça va monter, ça va descendre. Moi, je juge pas. Tout ce que je sais, on va en parler de toute façon juste après, c'est que bon, ils nous ont annoncé 25% de buyback sur les revenus. Ils n'ont jamais dit si c'était des revenus rétroactifs ou pas. Ils ont envoyé plus de 30 millions de dollars de buyback sur le jeton, quasiment au top. Donc, c'est clairement pas lié aux revenus de ces derniers jours depuis le listing du token. Il y aurait potentiellement un lien rétroactif avec les revenus. Mais c'est pas très clair, tu vois. Mais ils jouent sur ça. Mais au final, j'ai réfléchi, mais en vrai, tu peux dire la même chose de Hype au liquide, enfin au lancement, je veux dire, au listing, parce que Hype au début, en fait, ils ont pris tous leurs revenus pour acheter leurs tokens, et c'est ça qui a fait monter le prix énormément. Et ça, on n'était pas au courant, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on a découvert que après, quoi. Donc, j'ai l'impression que certaines teams jouent un peu sur la confusion, etc. Après, peut-être qu'il pourra s'apprécier, j'en sais rien. Honnêtement, je surveille. Moi, je regarde surtout les graphiques. Et en vrai, si on consolide un peu plus, etc., et que tout le monde oublie, c'est le genre de truc qui peut run, tu vois. Genre, une fois que tout le monde l'a oublié, qu'il s'est un peu perdu, etc., boum, genre, on réveille tout le monde. Et les mecs qu'on réveille, ils sont sideline, ils ont déjà vendu ou en perte. Donc voilà, je juge pas trop. Enfin, d'un point de vue purement graphique et spéculation, moi, je regarde uniquement ce que fait le prix et ensuite je prends ma décision. Et c'est ce qui permet de prendre des décisions bien en avance, parce que tu vois le run sur ENA avec la news d'aujourd'hui, etc. Enfin, je trouve ça étonnant que depuis 15 jours, le ENA il est fait x2 et puis d'un coup, voilà, on arrive en bourse. Enfin, donc c'est pour ça que si tu avais regardé que le graphique, tu avais presque plus d'informations, et puis l'information, la news, tu l'as eu après. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai long au listing et je me suis mis très bien sur la news, donc très heureux. mais ouais. Et après, sinon, Hype aussi, intéressant, qui tire un peu la gueule, on va pas se mentir. Mais qui en soi a battu tous ses records de metrics dernièrement. Je sais pas si tu as vu, mais ils ont fait plus de 6 millions de dollars de revenus en une journée qui a été derrière buyback. Ils ont fait des records d'open interest, ils ont fait des records de tout. Et avec l'explosion du marché, en fait, qui gagne à la fin, c'est Hype. Mais vu que moi, mon analyse de la baisse actuellement, c'est que c'est beaucoup apprécié auparavant, mais c'est surtout que en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui vendent leur hype pour aller sur Ether, pour rotate et faire des plays, etc. Et je pense qu'une fois que cette rotation sera un peu finie, etc., en fait, au final, juste l'Assistance Fund, il aura accumulé plein de hype avec les revenus qu'ils ont gagnés. Et in fine, c'est quelque chose de positif, surtout que en fait, tout bouge très positivement et rapidement en ce moment sur Hyperliquid et l'HyperEVM. Donc, je reste bullish, juste le prix, pas ouf, on va pas se mentir, sur ces derniers jours comparé au reste. Mais après, on va pas se mentir, si on dézoome, et qu'on se met en log, on a vu pire, quoi. Donc voilà. Du coup, les altcoins, peut-être ceux qui vont poser la question, on va répondre pour eux. Est-ce qu'il va y avoir une alt season ? Il faut définir alt season, je pense. Elle a déjà lieu, en vrai, un peu, là. Enfin, pour moi, si on est dans quelque chose, s'il y a quelque chose, c'est probablement déjà le cas et c'est le début. Mais il faut la définir. C'est-à-dire que... Alors, la season, c'est simple. C'est une baisse de la dominance de BTC et une surperformance. Ouais, mais en gros, bien comprendre que je peux me tromper, mais je ne vois pas une alt season où toutes les pires merdes de la Terre font fois je sais pas combien. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent qui circule, ça va aller sur des bêtes qui historiquement ont rendu les gens riches ou des trucs sérieux. Donc soit des dinocoins qui ont des fortes communautés, qui ont des graphiques qui sont assez intéressants, donc ça plaît graphiquement, soit des nouveaux projets qui ont des revenus, qui font du buyback, etc.
Bref, des choses assez sérieuses. Mais je vois pas voir tous les fonds de poubelle, tous vos altcoins qui n'ont pas performé depuis des années se réveiller d'un coup. Ça peut arriver dans des cas exclusifs, mais je miserai pas sur ça. Voilà. Ouais, mais en fait, en gros, je pense qu'on aura des... je pense qu'il y aura plein de merdes qui vont pumper, mais c'est des pumps très court terme, genre sur 1, 2, 3, 4 journées ou une semaine, et puis derrière, on retrace tout, quoi. Donc, si jamais il y a plein de trucs poubelles qui pump, ne vous dites pas que c'est le future of finance et ne vous y attachez pas trop, quoi. Mais après, il y a plein de projets qui sont assez intéressants. Je voyais qu'il y a des gens qui me parlaient de Reward Asset, etc. En fait, le problème, c'est que j'ai pas regardé assez les altcoins dernièrement. J'ai beaucoup regardé BTC, ETH, Hype, la TradFi et quelques trucs à côté, mais j'ai beaucoup moins regardé les altcoins parce que, en fait, maintenant, j'ai une approche qui est beaucoup plus concentrée que diversifiée. Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire, je pense, quoi qu'il arrive. Et ce que je hold, c'est des trucs que je peux hold plus facilement, quoi, qui me demandent moins de gestion active, etc., notamment BTC Hype. C'est relativement facile à hold. Il y a une vraie valeur intrinsèque, donc tu peux un peu plus te projeter et te dire dans tous les cas, les fondamentaux te sauvent le cul, quoi. Alors que c'est pas le cas sur plein d'altcoins. Donc, mais je vais faire une passe un peu plus sur les altcoins, mais le truc, c'est que moi, aujourd'hui, je me positionne beaucoup moins sur ça, à part sur des setups qui sont précis, mais c'est... En fait, on va arriver dans la période où je me faisais cette réflexion, où en fait le marché pump tellement, il y a tellement de news en même temps qu'on n'arrive plus à suivre. Et souvent, ça, c'est globalement alt season et bull market. Et c'est un peu ce qu'on voit. Donc, non, je pense que la perte d'Ether, elle va durer dans le temps. Et je pense qu'il va continuer à surperformer. Mais moi, je ferai preuve de patience. Et si jamais il y a des bonnes opportunités, très bien, j'ai du stablecoin, sinon tant pis. Mais c'est vrai que le graphe est vraiment en log, en trimestriel sur Ethereum, c'est vraiment quelque chose, quoi. Enfin, j'ai rarement vu un graphe qui me donne autant d'opium, quoi. Enfin, parce que clairement, là, tu vois que c'est cette ligne, quoi, en trimestriel. Et genre, c'est le point clé, quoi. C'est le point clé. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour la partie technique. Mais voilà, moi, je suis toujours majoritairement BTC en hype. Et je prends des trades sur les dérivés. Et oui, j'ai pas mal de Doge aussi. Et puis voilà. Donc moi, je me positionne surtout de cette manière-là. Et puis j'ajusterai si jamais il y a des trucs bien et tout, je vous en parlerai. Mais je saute pas sur tous les premiers trucs venus. Juste Doge, je me permets parce que genre c'est un play qui me semble genre assez obvious. Et qui, en plus de ça, si je vois que ça ralentit ou que ça bégaye, je peux sortir rapidement et me dire que c'est pas une mauvaise idée, quoi. Donc voilà. Petit point sur les audiences, parce qu'un des meilleurs indicateurs de top, c'est aussi notre audience. Il y a 2 semaines, on faisait 550 viewers cumulés, je dirais. On en faisait 100 de plus l'émission précédente. On en fait encore 100 de plus. On est quasiment à 800 cumulés. En général, quand on commence à faire 1000 ou 1200, on s'approche d'un top. Historiquement, ouais, après, on va faire des records d'audience. Mais... Après, je trouve que le meilleur indicateur, enfin, les streams, ça peut en faire partie, mais c'est vraiment les téléchargements d'applications, donc Phantom, Coinbase, etc. Ça, c'est des signaux qui sont beaucoup plus proches qui sont vraiment intéressants. Et moi, j'ai rejoint les canaux Telegram qui donnent les positions de ces apps dans l'App Store. Et en début d'année, donc en janvier, c'était le moment où on avait pu trouver le top grâce à ces trucs-là. Enfin, on avait vu Phantom qui arrivait dans le top 5 ou top 20 avec Coinbase et tout. Donc tout ça, c'est beaucoup plus enfin, c'est Google Trends, ça sert aussi, mais historiquement, je trouve que les positions des apps dans l'App Store, c'est vraiment le truc de retail, parce qu'au final, les gens qui sont pas dans les cryptos, ils font quoi? Ils téléchargent une application pour acheter des cryptos. De toute façon, on va vous dire, on va vous demander dans le chat actuel sur Twitch ou les gens qui nous écouteront sur YouTube lors de la rediffusion, est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui vous disent t'en penses quoi des cryptos, faut acheter ou quoi? Voilà. Quand ça va commencer à avoir la daronne, le pote d'enfance, le machin qui t'envoie un message, c'est qu'on va commencer à se rapprocher de signaux de top, tout simplement. Main courante, tu as le lien des canaux Telegram, s'il te plaît. Je pense que j'en ferai un tweet, comme ça tout le monde l'aura. Mais dans le chat, pas trop de gens qui s'intéressent aux crypto encore pour l'instant. Pour moi, c'est encore la clé. Et autre indicateur aussi, quand vous êtes à 100% dans des cryptos, que vous avez 0% en alt, c'est qu'en général aussi, il y a un autre signal de top. Voilà. On commence à les connaître. Parce que vous avez envie de prendre des risques, vous êtes sideline, vous voyez les trucs monter, continuer de monter, vous augmentez votre risque, et puis c'est comme ça que vous vous faites arracher la gueule. Là, on va pas se mentir, hein. Moi le premier, là ça fait 1 ou 2 semaines, j'ai envie de prendre encore plus de risques, alors que je vous disais déjà, je me calme un petit peu, je suis déjà un peu trop exposé, et
C'est comme ça qu'il nous transforme, ce putain de marché, quand on fait que du spot. C'est qu'on a envie de suivre le train et de reprendre ses gains. Il faut faire gaffe. Ouais, moi j'ai toujours beaucoup de stablecoins, enfin beaucoup, j'ai toujours une grosse poche quand même de stablecoins, et ça me permet de diminuer mon stress ou mon attention, etc. Parce qu'en fait, genre, c'est quelque chose que j'ai sécurisé et que, genre, si jamais il y a des grosses opportunités qui se présentent, je peux l'utiliser. Et je dirais toujours garder au moins 10-20% en stablecoin, c'est toujours utile sur certaines périodes. Parce qu'en fait, dans des périodes aussi bullish, la volatilité augmente, mais du coup, des fois, ça peut vous donner des entrées de malade. Donc, moi, si j'étais un peu sideline, ce que je ferais, c'est que je mettrais des ordres limit spot sur les assets qui m'intéressent, avec des prix qui sont vraiment intéressants. Bon, évidemment, on va pas mettre des ordres à 1300 ou 1500 dollars sur Ether, hein. Mais vous avez l'idée, étaler des ordres dans des fenêtres de prix qui vous conviennent sur des assets que vous avez envie d'acheter. Comme ça, en cas de dip, de flash crash, etc., c'est vraiment intéressant parce que, en gros, plus on arrive dans des conditions de marché comme ça, plus les gens sont confiants, plus les gens sont greedy, plus ils mettent du levier et plus on liquide, en fait. Et dans ces cascades de liquidation, souvent, ça crée des grosses mèches qui vous permettent d'avoir des bonnes entrées, notamment sur le spot. Donc, c'est vraiment quelque chose à regarder et à surveiller puisque, en fait, c'est des opportunités. Vous n'en aurez pas beaucoup comme ça dans le cycle, en fait. Donc, il suffit de moments de panique comme ça pour en profiter. Et si jamais vous avez du mal un peu à réfléchir à ce qui est le mieux à acheter, etc., vous pouvez très bien mettre des ordres d'achat sur BTC ou Ether ou sur des grosses capitalisations et ensuite chercher des coins qui surperforment ces cryptos-là. Donc, par exemple, vous dites, moi, je veux acheter des altcoins, mais je suis ultra bullish Ether. À ce moment-là, vous mettez des ordres limites spot sur Ether. Et puis, si jamais il y a une sorte de flash crash ou un truc comme ça, vous êtes fil dessus et ensuite, vous regardez les coins en paire ETH qui sont susceptibles de surperformer Ether. Et donc, en fait, c'est le meilleur moyen de toujours garder de l'exposition au marché via des actifs qui sont big et derrière essayer de prendre plus de risques en regardant s'ils sont en capacité de surperformer ces actifs big que vous avez bidés. On me demande ce que j'ai en alt. Moi, en vrai, j'ai de l'Ether. C'est une bonne partie, c'est de l'Ether. Quelques miettes de merde que je vais pas vous citer. Après, j'ai du PIC, qui est toujours de l'investissement en pré-sale qu'on avait fait. J'ai du Morpho, qui est aussi en investissement pré-sale qu'on avait fait, du Soleil en investissement pré-sale. Et après, c'est d'autres trucs qui sont tout simplement pas sortis, dans lesquels on est rentré en private sale il y a longtemps. Voilà, donc j'ai pas mal de stable, pas mal d'Ether et des trucs à gauche à droite comme ça. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que clairement, je ne reprendrai plus jamais autant de risques sur les pré-sales. En tout cas, si je prends des risques sur les pré-sales, je le ferai à un moment où le marché sera extrêmement bear et pas l'inverse. Parce que je pense que c'est bien d'en parler. Nous, notre stratégie, ça a été de se dire, en général, les pré-sales, ça paie bien et tu revois très rapidement ton argent. Donc, tu te sors ce que tu as investi pour te rembourser et le reste, c'est bonus. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que sur certaines pré-sales, pas toutes, hein, bien entendu, il y a beaucoup de pré-sales où je me suis remboursé et ciao, hein, mais sur certaines pré-sales, en fait, on est rentré à des valorisations qui étaient tellement hautes que quand les projets sont sortis, les résultats étaient pas bons. Et ça a été extrêmement désagréable à vivre pour moi, pour la simple et bonne raison que, tu vois, au lieu d'être bloqué dans des pré-sales de cons, j'aurais pu tout simplement être sur du BTC, de l'ETH ou du Sol, et que j'aurais largement surperformé en restant tout simplement sur BTC, ETH, Sol. Donc c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'en retiens, c'est que on n'a jamais assez d'Ether, on n'a jamais assez de Sol, on n'a jamais assez de BTC. Et ça restera comme ça. Et que malgré la période de marché, Ether, il peut donner plus. Moi, Solana, je reste convaincu qu'il va donner beaucoup plus. Je ne sais pas à quelle échelle de temps, mais fondamentalement, techniquement parlant, pour moi, Solana reste un player absolument exceptionnel. Ça ne change pas. Et d'ailleurs, on va pouvoir enchaîner sur la partie fondamentale du pourquoi je pense comme ça. Yes, je retire mon écran. Et j'ajoute le mien. Et c'est parti. Tu as du plume, Capette? Non. Ouais. Donc, c'est parti. On va pas commencer par l'hebdo, on va commencer par les fondas. Et après, on parlera de l'hebdo, ça changera un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous parler de l'annonce qu'il y a eu autour de Solana. Alors, autour de Solana, on a eu cette annonce de Jito tout à l'heure. J'essaie de retrouver les tweets, il y en a eu plein en vrai. En fait, Solana a la particularité d'être une blockchain qui historiquement est assez rapide, avec des blocs de l'ordre de 400 millisecondes, vous le savez, une finalité relativement rapide, etc. Ensuite, on a vu des nouveaux players qui se sont vantés d'être encore plus rapides que Solana, et il y en a qui le sont factuellement beaucoup plus. Je pense à Hyperliquid notamment, avec la décentralisation en moins, même s'il y a du mieux sur Hyperliquid. Du coup, Solana
JITO, plus précisément, arrive avec une réponse. Alors, c'est assez technique. Je ne vais pas faire comme si j'avais tout compris de A à Z, mais pour faire très court. En gros, on va avoir des nœuds spécifiques créés par JITO qui s'appellent des nœuds BAM, Block Assembly Marketplace. Et donc, ça va être des nœuds où les applications, qui seront probablement des DEX, DEXPERT, DEXClub, etc., vont pouvoir avoir des règles un petit peu spécifiques. Alors, attendez, je vais zoomer. Je vais reprendre le tweet, voilà. Donc, ils ont annoncé ça vraiment tout à l'heure, ce lundi. C'est pour ça que je digère encore un peu l'information. Je vais me traduire ça avec ce magnifique outil qui s'appelle Immersive Translate. Voilà. Et pour faire très court, en gros, on va avoir des utilisateurs qui vont utiliser des applications décentralisées. Et ces applications décentralisées, elles peuvent passer justement par ces nœuds spécifiques JITO. Et ces nœuds spécifiques JITO vont leur permettre de mettre des nouveaux types d'ordres, on va dire. Alors, j'essaie de retrouver le visuel qui en parle bien. On peut voir par exemple des transactions sans frais, des transactions sans MEV, des transactions où tu peux faire un cancel et replace. Comme par exemple si tu es market maker, tu sais, un market maker, il peut déposer des ordres et retirer des ordres à très haute vitesse. S'il est contraint par la latence de la blockchain, il est contraint par une latence de l'ordre de 400 millisecondes sur Solana. Et ben, l'idée ici, ce serait d'avoir des sous-blocs, en quelque sorte, donc des blocs qui sont encore plus rapides que ceux de Solana, qui sont gérés plus ou moins off-chain de Solana, mais donc avec des temps de réponse beaucoup plus lents. Beaucoup plus rapide, pardon. C'est pour ça qu'on parle de low latency agrégation. Et donc, ça donne une espèce de réponse à Hyperliquid où tu pourrais avoir des applications construites sur Solana qui utilisent ces nœuds spécialisés pour avoir des temps de réponse beaucoup plus rapides et une meilleure gestion de comment sont collectés les frais, comment est gérée la MEV, etc. Donc, pour le moment, on est au stade d'annonce, c'est pas live, mais on nous fait bien comprendre que ça va être live d'ici quelques mois. Donc, il se pourrait qu'on ait une réponse agressive des applications concurrentes à Hyperliquid sur l'écosystème Solana. Je pense à Drift, je pense à Jupiter, etc. Moi, j'y crois. Donc, on va en voir. gros, j'y crois peu, parce qu'en fait, pour moi, tout se joue maintenant. Et s'ils sortent ça dans quelques mois, en fait, ça va. Enfin, genre, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et on le voit un peu avec GTE de Mega ETH qui essaye de se bouger, etc. Et en fait, genre, on le voit en ce moment, la narrative des dérivés genre décentralisés type Hyperliquid et tout, genre ça prend énormément parce qu'en fait tout le monde voit Hyperliquid et a envie de copier. Mais le problème c'est que genre même dans le cas où genre ils ont genre une amélioration genre avec tout ça, le problème c'est qu'il y aura pas la liquidité. Enfin genre la liquidité il y en a pas assez sur Drift, il y en a pas assez sur Jupiter, etc. Et du coup moi genre évidemment qu'il peut y avoir des concurrents et évidemment que ça peut prendre, mais pour moi, la probabilité que ça arrive est assez faible et c'est pour ça que je ne mets pas trop de poids dans ça. Par contre, des terminaux de trading ou des choses qui permettent encore d'améliorer les produits de trading actuels, style Axiom, clairement, tu vois. Et en fait, au final, si tu regardes bien, Solana n'a pas vraiment réussi à sortir du délire memecoin, tu vois. Enfin, genre tout ce qui fait du volume sur Jupiter, surtout les Radium, etc., c'est que des memecoins. Donc en fait, je pense que ça peut grandement profiter au trading de memecoins, mais derrière, je pense pas que ça aura un impact significatif sur un concurrent pur de Hyperliquid, parce que même au global, en dehors de Solana, je vois personne les concurrencer fortement. Mega ETH, ça peut arriver, mais le problème de Mega ETH, c'est que encore une fois, c'est du testnet, c'est pas du mainnet, et il n'y a pas de liquidité, donc techniquement, ça peut être très bien, mais il faut que ça prouve, quoi. Ouais, bah c'est ça, faut que ça prouve. Donc du coup, dans ce que j'ai pu noter, tout le monde est sur le qui-vive pour essayer de bouffer le gâteau d'Hyperliquid. Je pense que tu es le premier à t'en douter. Donc on a Monaco qui va être un DEX sur C-Network qui va essayer d'avoir un espèce de matching engine off-chain, comme ce que fait DYDX, tu sais, où ils ont une partie off-chain pour tout ce qui est carnet d'ordre, etc. Et après, on vient reconfirmer on-chain l'information. On a Monaco qui nous dit qu'ils vont essayer de proposer une infrastructure ultra optimisée niveau hardware, un peu comme Solana, pour proposer des ordres à la microseconde. Donc en gros, tu auras une infrastructure ultra centralisée, avec des temps de latence semblables à ce que tu peux trouver sur du trading of fréquence de finance traditionnel. Et après, on vient settle sur la blockchain C-Network. Donc ça, c'est une première réponse. D'ailleurs, j'ai eu le créateur du projet qui m'en a parlé, tu vois. Matching of Chain, en Rust, super optimisé. Du côté de Mega ETH, j'ai tellement de trucs à vous regarder toutes ces notes juste pour la semaine, c'est une folie. Du côté de Mega ETH, j'ai noté quelque chose normalement. Voilà, apparemment, on aurait un mainnet entre septembre et la fin d'année. On n'a rien de très officiel, mais on a Mega ETH et GTE qui devraient arriver d'ici la fin d'année, de ce qu'on nous dit. Et cette personne-là dit que selon lui,
ce serait plutôt le mois de septembre. Donc si ça arrive en septembre, déjà c'est hyper bull pour Ethereum, hein, bien entendu, mais ça veut dire qu'on va avoir des réponses très sérieuses à Hyperliquid parce que Mega ETH et GTE, on n'est même plus sur des blocs de 70 millisecondes, là on est sur des blocs de 10 millisecondes. Donc niveau latence, ça va être la folie. Donc ils vont tous se tirer dessus pour essayer d'avoir la couverture sur eux. Ensuite, petit instant pub, comme je vous le disais lors de cette introduction, on a le deuxième épisode de notre série vidéo sur la sécurité de vos informations en ligne et de vos crypto-monnaies qui est sorti sur la chaîne de Coin Academy. Les vidéos vous plaisent, ça fait hyper plaisir. Merci beaucoup pour ces nombreux commentaires. Et donc, dans ce deuxième épisode, je vous explique en détail comment créer des emails jetables, donc des emails Proton Mail à la volée, par exemple, si vous voulez avoir un email pour Twitter, un email pour Binance, un email pour Bitpanda, un email pour autre chose, créer plein d'emails différents, utiliser un gestionnaire de compte et de mots de passe, Bitwarden. Je vous explique également comment protéger votre gestionnaire de mots de passe avec un authenticateur Google. Utilisez votre Ledger, parce que vous êtes très nombreux à ne pas le savoir, mais aujourd'hui, vous pouvez utiliser votre Ledger de la même façon qu'une YubiKey pour avoir une sécurité hardware pour vous connecter. Et ça fonctionne sur PC, mais ça fonctionne aussi sur mobile. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, vous avez un iPhone, vous pouvez connecter votre Ledger en USB à votre iPhone, et quand vous vous connectez à un compte, eh bien, en sécurité de deuxième étape, vous pouvez utiliser votre Ledger. Donc ça, je vous explique comment le faire. Et voilà, je vous explique tout ça, comment sécuriser vos comptes bien comme il faut, comment faire des backups propres de votre Google Authenticator bien comme il faut. Et dans le prochain épisode qui va sortir cette semaine, eh bien, je vous expliquerai justement comment protéger vos crypto-monnaies avec un Ledger et comment connecter votre appareil Ledger à un wallet Rabbi, un wallet Backpack ou un wallet Phantom. Parce que je ne veux pas que vous utilisiez ces wallets avec vos fonds. Il y a encore, c'était quoi, il y a 10 jours, on a vu un tweet d'Aspi qui nous a expliqué que il était en voyage, qu'il a utilisé son PC qu'il utilise d'habitude et qu'il s'est fait pirater tout son argent. Ça, c'est fini. Faut tout faire avec un Ledger pour ou un moi, wallet. évidemment, faut réfléchir dans le sens où, genre, si t'as un Ledger ou un cold wallet, genre, ça, c'est pas arrivé. Je crois que ça lui est arrivé parce qu'il a tout mis sur un hot wallet, et derrière, il s'est fait drain. Ouais, clairement. Donc, c'est pour ça qu'avoir un cold wallet, ça vous protège énormément. Alors, évidemment, même avec un Ledger, si vous signez n'importe quoi, vous pouvez vous faire drain, qu'on soit clair. Et même, vous pouvez avoir des injections, des infections sur votre PC qui peuvent impacter ça. Mais gardez en tête que vraiment, franchement, acheter un Ledger ou n'importe quel autre appareil qui vous permet de sécuriser vos cryptos, mais nous, on recommande surtout Ledger, ça fait énormément de sens et franchement, ça vous permet de moins vous prendre la tête, d'être plus serein, etc. Alors, je pense que la majorité ici des gens qui nous regardent ont déjà un Ledger, mais franchement, si vous n'en avez pas et que vous êtes en crypto, franchement, faites l'effort si c'est dans vos moyens. Et franchement, à mon sens, c'est dans les moyens vraiment de toutes les personnes qui s'impliquent en crypto. Et c'est toujours quelque chose qui vous sera utile par la suite parce que vous voulez vraiment pas pâtir d'un drainage, en fait. Ça peut vraiment impacter fortement votre vie si vous le faites mal. Donc, c'est pour ça que c'est important de sécuriser vos cryptos avec des cold wallets. Si vous sécurisez vos cryptos avec d'autres options. Et surtout, de ne pas avoir tout sur des wallets, sur un wallet, avoir des multisigs, ce genre de choses. Il y a vraiment des bonnes practices à prendre en compte. Alors, je crois qu'on a perdu Capet. Je suppose qu'il essaie de rejoindre. Et je peux prendre vos questions en attendant si jamais il a du mal à revenir. Mais si tu es réparti sur plusieurs sexes et avec 2FA, en fait, le problème des exchanges centralisés, c'est que on a vu qu'ils avaient eu des problèmes. Bybit, on a vu qu'ils avaient eu un exploit récemment, mais qui n'a pas impacté les users. On a vu FTX, on a vu toutes ces choses-là. Donc, je pense que, on a vu MTGOX, on a vu plein d'exchanges faillir. Donc, je pense que la bonne chose à faire, c'est tirer des leçons de tout ça et d'essayer de maximiser la sécurité de vos cryptos, notamment avec des ledgers. Mais après, pour certains, avoir des fonds chez Coinbase ou chez un Binance, etc., c'est évidemment des options, mais gardez en tête que rien n'est infaillible. Donc c'est aussi bien d'avoir des cold wallets. C'est quoi ta skin? Non mais les gars, je me suis coupé les cheveux il y a 1 mois, 3 semaines, un truc comme ça, et j'ai rien rasé là. Je sors de la forêt là. Tu crois en la rumeur que SBF a été libéré par Trump? Non, pas du tout. J'ai pas vu de truc dans ce sens-là, mais je sais qu'il y a la série Netflix qui arrive sur FTX et sur SBF prochainement. Le dégradé au cutter, mais c'est juste qu'il a repoussé là, c'est catastrophique. Du coup, il y a Capet qui revient dans 2 minutes. Je crois que son PC s'est coupé, si jamais, de ce que j'ai vu dans le chat. Petite DA sur PP. Vous aimez trop les meme coins, vous? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me parlait de mon Discord et des demandes et tout qu'il y avait dans mon Discord. Donc, si jamais, c'est un truc dont je me suis pas vraiment occupé dernièrement, honnêtement. J'ai passé beaucoup de temps à build mon protocole sur Hyperliquid. Et ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai moi-même
moins tradé. Donc, j'ai moins pris le soin de m'occuper de mon Discord et je m'excuse pour ça. Et je vais essayer de régler tout ça prochainement. Avis sur la superbe de Hype actuellement. Bah, j'en parlais un petit peu avant. Et en fait, pour moi, c'est... Alors peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais je pense que Hype s'est beaucoup apprécié et très rapidement. Et je pense qu'actuellement, il y a une rotation des capitaux enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens notamment qui vendent pour de l'Ether, pour du Doge, pour du XRP, pour plein de trucs qui pump en ce moment. Mais toutes les métriques en ce moment sont bonnes. C'est quoi ton protocole? Bah, je peux pas trop en parler honnêtement parce que j'ai pas trop envie d'endorse publiquement pour l'instant. Mais ça se passe très bien, il y a beaucoup de traction et les gens ont l'air de bien aimer et bien apprécier. Donc, Excusez-moi. Donc c'est positif. Tu m'entends, Léo? Ouais, nickel. Excusez-moi, le PC s'est coupé de chaleur. C'est une grande première dans l'émission. On reprend où on était, du coup. Voilà, confirme-moi que tu vois bien. Je suis désolé, du coup, le PC m'a pas prévenu, c'est juste coupé net. Donc j'ai mis un coup de ventilo. Reprenons. Donc on était en train de parler de méga ETH, du coup, bon, on disait que ça allait arriver d'ici septembre à fin d'année. On voit mon écran, c'est bon? Ouais. Ouais, donc je vous disais également, voilà, partie 2 de la série Ledger qui est disponible. Et on va pouvoir enchaîner. Donc ton son est ensuite... trop fort, ce que disent les gens dans le chat. J'étais vraiment Je baisse un petit peu. Ok, je l'ai baissé un petit peu. Je crois que ça n'a rien changé là. Je vais éloigner le mic alors. Vous m'entendez correctement? Faut pas que je vous casse trop les oreilles. Bon bref, j'enchaîne. Du coup, Bitcoin qui devient 10e monnaie la plus capitalisée au monde. Je crois que c'est encore fort. Et là, c'est mieux? Là, je crois que c'est un peu mieux. Ouais, ok. On va rester comme ça pour le moment. Là, c'est bien là. Ok, très bien. Ensuite, il y a... je sais que vous adorez parler du risque quantique sur Bitcoin. On a des nouvelles. Donc, on a des gars qui ont réussi à commencer à casser des clés cryptographiques avec un ordinateur quantique. Mais, attention, on parle de casser une clé 5 bits. Alors que, ne serait-ce que pour Bitcoin, c'est une clé 256 bits. Donc, pour faire très court sur l'article de Corben à ce sujet-là, selon les spécialistes... on aurait 27% de chances qu'un ordinateur quantique soit capable de casser les cryptos à horizon 2034. Donc on a encore de la marge. Et si jamais la chose se rapproche, on aura des hard forks potentiellement sur Bitcoin et sur d'autres blockchains pour aller sur des technologies post-quantiques. Donc du coup, ne vous inquiétez pas trop pour le risque quantique, il existe, mais tout le monde est au courant. Ensuite, il y a ce petit site, je ne sais pas si vous le connaissiez, c'est Strategic ETH Reserve. Alors ce site qui est pas toujours totalement à jour référence en fait quelles entreprises, DAO et autres ont des réserves en Ethereum. On peut voir par exemple que Sharplink n'est pas premier alors qu'ils ont plus de 300 000 Ethers. Mais ça permet de se faire une idée et du coup on peut voir qu'on a 1,5% du supply d'Ether qui est représenté rien que par ces entreprises. Hop, je zoome un petit peu. Et pour ce qui est des ETF, on a déjà 4% de tous les Ethers qui sont sous forme d'ETF. Voilà. Donc le site s'appelle Strategic ETH Reserve. C'est énorme. Je vous le mettrai en description. Quoi d'autre? Toujours pour les bonnes nouvelles. Alors on a une annonce pas plus tard que tout à l'heure. On a un des plus gros fonds d'investissement crypto au monde, Pantera, qui arrive avec un projet qui s'appelle Ether Machine. Donc il y a une entreprise qui va aussi se faire une grosse réserve stratégique en Ether. On parle déjà de 400 000 Ethers, ce qui ferait que de facto, ils sont tout de suite la réserve stratégique la plus grosse, devant ceux que je vous ai montrés juste avant, avec une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars pour acheter des Ethers. Donc encore énormément de pression vendeuse qui va arriver sur Ether à court terme. Il y a le site 8 Market Cap aussi. Donc là, je vous envoie un petit peu de données Opium, on en profite, hein. Ça fait plaisir. On a le site N Market Cap qui permet de voir un petit peu les actifs les plus capitalisés au monde, où on voit justement que Bitcoin, il est pas loin derrière Amazon en termes de capitalisation. Et quand on va un petit peu plus bas, on voit qu'Ethereum est bientôt aussi capitalisé que l'entreprise Mastercard. Voilà. Ethereum, 455 milliards de market cap. Au-dessous des 500 milliards, on passe devant Mastercard. Je voulais dire pression acheteuse, j'ai dit pression vendeuse, excusez-moi lapsus. Ensuite, on a les performances du Layer 1 Ethereum qui ont drastiquement augmenté aujourd'hui, le jour de cette émission. Je vous en ai parlé pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. On avait justement de plus en plus de validateurs qui signalaient leur volonté d'augmenter l'espace de bloc, donc c'est-à-dire l'espace où on fait rentrer des transactions sur Ethereum. Eh bien, ça y est. On commence à avoir des blocs avec 45 millions de gaz au lieu de 36 millions. Donc on a un bon boost de 33% des performances sur le Layer 1 Ethereum. Donc ça s'est fait aujourd'hui et ça va continuer de se faire dans les semaines et mois qui arrivent, bien sûr. Bravo à tous pour cette augmentation des performances du Layer 1. Ensuite, ça c'est un petit peu à part. On a une annonce aujourd'hui lors d'une conférence
les technologies CUDA, donc d'accélération matérielle de NVIDIA, vont être compatibles avec l'architecture RISC-V ou RISC-V. Donc, il y a une architecture open source qui est utilisée notamment beaucoup dans l'écosystème crypto, pour les machines virtuelles notamment, pour les ZK Provers, etc. Donc, on risque d'avoir des performances bien plus élevées, là aussi, sur ces projets qui utilisent l'architecture RISC-V. Et dans la même lignée, je vous ai fait un tweet tout à l'heure, on a aussi des émulateurs RISC-V vers x86 qui sont sortis. Donc, on commence à être capable de faire tourner des jeux vidéo directement sur cette architecture. Donc, comme c'est de l'open source, c'est plutôt bon signe. Pour info, aujourd'hui, la machine virtuelle d'Ethereum, c'est principalement de l'EVM. Dans le futur, il se pourrait que RISC-V soit aussi intégré à Ethereum. Donc, du coup, Ethereum pourrait profiter de l'accélération matérielle avec des cartes graphiques NVIDIA notamment. Donc, plutôt cool. D'ici la fin du mois de juillet, on va avoir une des plus grosses mises à jour de Starknet qui va décentraliser son réseau de séquenceurs, baisser son block time à 6 secondes. Donc, c'est un début. Ça va être le premier layer 2, on va dire grandeur nature à ma connaissance, à décentraliser son réseau de séquenceurs. Donc, je pense que les autres vont suivre. On va voir du Base, Optimism, etc. On y arrive. Et pourquoi ça a mis du temps à arriver? Parce que tout simplement, cette décentralisation, elle peut avoir un impact sur les performances. Sauf que, on le sait, on en a parlé dans les émissions précédentes, une des technologies qui va être utilisée par les réseaux de séquenceurs de Starknet, c'est Malachite. Alors, je vous fais un rappel. Malachite, si vous voulez, c'est un espèce de fork de Tendermint, qui était la boîte à outils de Cosmos. Et c'est d'ailleurs l'entreprise qui a développé Cosmos, vous savez, Cosmos Hub Atom, qui développe Malachite. Et c'est l'entreprise Informal System qui développe Malachite, qui se charge justement de faire cette technologie qui va servir à Starknet et probablement à d'autres. Et on voit des nettes améliorations au niveau des performances, même avec de la décentralisation. Si tu regardes par exemple, il y a quelques mois, on avait des blocs de 80 millisecondes, donc ça on est toujours à 80 millisecondes. Par contre, en termes de bande passante, il y a des nettes améliorations qui ont été faites, puisque là, tu vois que la bande passante, elle n'était pas... Là, elle devient beaucoup plus stable. Donc, sur un réseau qui est peu décentralisé, on a largement 10 000 transactions par seconde constantes. Sur un réseau qui est un peu plus décentralisé, avec des nœuds répartis un peu partout à travers le monde, on a aujourd'hui environ 3 000 transactions par seconde constantes, et ça ne fait que s'améliorer. Ça veut dire que les layers 2 ou les blockchains qui vont utiliser cette technologie vont être capables d'avoir des performances bien supérieures. Donc, ça va profiter à Starknet, ça va profiter aux Layer 1 qui utiliseront cette technologie, et ça profitera aussi aux Layer 1 qui sont actuellement basés sur Tendermint. Je pense à DYDX, la BNB Chain, la chaîne Chronos de Crypto.com, etc. Donc, au niveau des performances aujourd'hui, ça va plus être un problème. Et pourquoi je prends du temps pour vous parler de ça? C'est que, tu vois, pendant très longtemps, j'ai toujours été le gars qui vous disait, bon, les Layer 1, il y a toujours de la place pour des nouveaux Layer 1, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, il y a des Layer 1 qui sont bien installés, Ethereum, Solana et Hyperliquid, faut le citer. Je pense qu'il n'y aura plus de place pour des nouveaux Layer 1 ultra innovants. Voilà. Pour la simple et bonne raison que des Layer 1 comme Ethereum et Solana sont suffisamment modulaires pour arriver à se mettre à jour et augmenter ses performances en fonction de la demande. Donc aujourd'hui... Mais... Vas-y, dis-moi. En fait, en gros, le truc, c'est que du coup, pour moi, la conclusion, c'est plutôt que l'EVM a gagné. Et que, en fait, aujourd'hui, lancer un L1 et avoir de l'adoption dessus, c'est quasiment impossible. Parce qu'en fait, il faut que tu aies un réseau de développeurs et d'applications dessus qui sont prêts à prendre du temps pour développer dans ta tech, dans ton langage. Et ça, c'est une erreur. Donc, en fait, en gros, peut-être à la rigueur, plus de L1 EVM. Et c'est l'idée de Monad, non, je crois. Ouais, mais même pas. En vrai, même pas, parce que il y a déjà des gros Layer 1 EVM. T'as déjà CNetwork, t'as déjà Polygon qui est en train de se mettre à jour, ouais. T'as déjà Phantom, et tu vois, c'est pas pour autant que la demande est là, tu vois. Alors qu'ils sont largement capables de faire des milliers de transactions par seconde. Mais au final, la conclusion de tout ça, c'est... Bah regarde, Robinhood, il se déploie avec, en L2 en utilisant la tech d'Arbitrum. Je pense qu'on va avoir des JP Morgan, des Sociétés Générales et toutes les banques qui vont avoir leur L2. Je pense que tu vas avoir des grosses applications, style genre les PayPal, etc., qui vont aussi avoir leur Layer 2 probablement. Enfin, en gros, pour moi, c'est des entreprises ou des énormes applications qui vont genre créer leur Layer 2. Du coup, en fait, ils bénéficient de l'effet de réseau d'Ethereum, mais pas des coûts et des contraintes techniques associées à ça, parce que c'est hyper facile aujourd'hui de créer un Layer 2, de ce que je comprends, et d'être EVM. Notamment parce que, en fait, Arbitrum et Optimism, ils ont développé du coup Arbitrum Orbiter et l'Opistack.
et avec le système aussi de Superchain et tout. Donc, en gros, aujourd'hui, en fait, c'est trop compliqué de lancer son L1 et il y a trop d'incertitudes et ça coûte trop d'argent. Donc, en fait, tout le monde aujourd'hui va se plug et c'est aussi pour ça que Hyperliquid, à mon sens, ont fait l'Hyper EVM. C'est parce qu'en fait, autrement, ils seraient restés totalement isolés du reste de l'écosystème. Alors qu'en ayant Hyperliquid, le L1 et l'Hyper EVM, bah en fait, ils peuvent onboarder toute la DeFi et toute la DeFi EVM dans Hyperliquid grâce à ça. Donc, en fait, je pense que s'il y avait d'autres L1 qui devraient se lancer, ce serait plutôt des L1 d'applications un peu comme Hyperliquid, qui derrière ont une sorte de couche parallèle ou une surcouche des EVM et qui leur permettent de se connecter au reste de l'écosystème. Mais tout ça, tu peux le faire avec un L2 et on parle de monade et tout. Je peux me tromper, hein, mais moi, je pense sincèrement que court terme, il y aura un peu de buzz parce que voilà, ça attend depuis longtemps qu'il y a de la commu et tout, mais que long terme, personnellement, j'y mettrai pas les pieds alors qu'Ethereum, Solana et Hyperliquid existent. Et puis même dans les ma L2, conclusion, elle est là. En gros, genre, créer un L1, c'est super compliqué. Et même quand toi, tu as un L2, c'est difficile d'être compétitif et d'avoir beaucoup d'activités parce qu'en fait, aujourd'hui, tu regardes, Base a autant d'activités que genre les 3 ou 4 qui suivent, tu vois. Ah bah, il bouffe tout le monde. En termes d'activité pure, il bouffe tout le monde. On va aller voir sur L2Bit. Hein. C'est simple, hein. L'activité sur Ethereum se résume plus ou moins à Base, hein, pour faire très court. Voilà. Base avec derrière Arbitrum, Unichain, mais Unichain, surtout ça Base. Prend pas trop, hein, en vrai. Ça prend pas trop. Je comprends pas. Je comprends pas trop la stratégie. Ensuite, on me dit, au contraire, on se dirige vers des L1 souverains basés sur le Cosmos SDK. Il y en a qui ont essayé et au final, personne n'a eu d'attraction. Enfin, t'en as certains, je crois que Noble, DYDX et certains, ils ont pris cette approche-là de construire avec le Cosmos SDK. Mais au final, même avec l'IBC et toute la tech de Cosmos et tout, ça prend pas en fait. Et le problème, c'est que clairement, en fait, ils galèrent à onboarder les users. Et genre, ils galèrent à avoir un stablecoin natif. Enfin, en fait, c'est une horreur. Enfin, c'est trop galère. T'as du mal à profiter de l'effet de réseau. T'as pas forcément tous les outils qui sont à ta disposition. Tu profites pas de MetaMask, de Rabbit, ces trucs-là. Enfin, je suppose. Donc, ça freine l'adoption des users et du coup, ça freine l'adoption et le développement des applications qui se build par-dessus cette tech, de ma compréhension. Mais enfin, c'est un peu triste de dire ça, mais en fait, il faut aussi accepter que même s'il y a des bonnes techs, bah en fait, c'est l'effet de réseau qui domine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu builds le meilleur réseau social techniquement, bah en fait, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est peu probable qu'il y ait de l'attraction parce qu'en fait, tu bénéficies pas de l'effet de réseau que les autres ont. Et après, c'est très difficile de bouger les gens. Alors que si tu builds sur un truc EVM, bah en fait, tous les gens qui sont déjà sur Ethereum, c'est Layer 2, etc., ils peuvent aller vers toi rapidement. Les apps, elles peuvent se forker pour être déployées aussi. Enfin, voilà, c'est pour ça que même si tu as une bonne tech, ça suffit pas. En fait, il faut genre l'effet de réseau. Il faut que les acteurs principaux puissent interagir facilement sans trop changer leurs habitudes. Ouais, et d'ailleurs, dans cette logique EVM, comme tu le dis, pour moi, le plus gros concurrent de L1 EVM, de Monade, ça va être Polygon. Parce que là, Polygon, ils sont en train de dérouler des mages à tire-larigot. Je me suis noté quelque chose à ce sujet-là, d'ailleurs. C'est trop compliqué. Ils ont déjà... Je pense. Ouais, mais ils sont toujours là, ils sont toujours top 11, ils ont toujours plein de gens qui les utilisent au travers d'AAV, de trucs, Polymarket notamment, Morpho, etc. Market, ouais. Ils ont déjà 1000 transactions par seconde, avec des blocs de... Je sais pas, gros. Je suis même pas capable de citer une application hors Polymarket qui utilise Polygon. Hein. Enfin, je te parle des applications que les gens ont envie d'utiliser. Enfin, parce qu'en fait, les TPS, genre, tu peux faire des TPS, mais tu peux faker tes TPS en spammant la chain avec des transactions qui n'ont pas vraiment de valeur économique. Et à chaque fois, enfin, même, genre, on le voit avec les airdrops, les farming, tous ces trucs-là. Donc, moi, j'ai du mal à y croire. Hein. C'est dur. Hein. Mais c'est juste que, tu vois, Monade va arriver, ils vont proposer les mêmes performances. Donc, ils auront un petit écosystème avec eux au départ, mais techniquement, ce sera plus ou moins pareil, tu vois, parce que là, Polygon... Je peux me tromper encore une fois, hein, mais voilà, dans les gros performeurs, t'as Phantom, t'as t'as Polygon qui va rattraper tout le monde, donc voilà. Je suis un peu pessimiste et tout sur les choses, c'est pas pour niquer l'ambiance, etc. Mais je pense que au fur et à mesure de ce cycle-là, on arrive sur une sorte de réalisation que, comme tu l'expliquais avant, il y a très peu d'acteurs qui gagnent et c'est ces acteurs-là qui profitent de l'effet de réseau parce qu'ils ont onboardé tous les users et c'est hyper facile de développer dessus. Et en fait, le plus gros problème, c'est d'avoir un écosystème sur lequel tu n'as pas besoin de récompenser les gens nécessairement pour build.
Et c'est un peu ce qu'on voyait Clairement. sur Ethereum. Enfin, c'est ce qu'on voit beaucoup sur Ethereum. C'est ce qu'on voyait un peu avec l'HyperEVM. C'est un peu ce qu'on voyait sur Solana. Parce qu'en fait, les gens qui build sur ces chains-là, en fait, ils ont des incentives parce qu'en fait, leur incentive, c'est le fait qu'ils puissent toucher plein d'utilisateurs d'un coup. Et avec ces Ouais. autres chains-là, ils n'ont pas forcément cette possibilité-là. C'est ça. Et puis en plus, voilà, tu as Mega ETH qui arrive, tu as GTE qui arrive. Tout l'écosystème Mega ETH va être interconnecté entre les DEX, etc. Ils vont essayer de se partager les liquidités. Base qui arrive à se mettre à jour au fur et à mesure et qui a annoncé cette semaine faire des blocs de 200 millisecondes. Donc déjà en termes de latence, Base ils sont hyper canons. Voilà, si tu veux faire un DEX assez potable sur Base, tu peux. Donc j'ai du mal à donner du crédit aux autres Layer 1 qui vont arriver. Comme d'hab, hein, les autres Layer 1 ils ont levé de l'argent. Donc, ils ont un budget marketing, donc ils vont granter des projets, donc il y a des gens qui vont en parler, il y a des projets qui vont y aller, mais est-ce que ces projets vont exploser? Est-ce qu'ils vont rester? Ça, je pense pas. Voilà. Je peux me tromper, mais je pense pas. C'est ça, parce qu'en fait, au final, si t'es payé pour build un truc, c'est difficile d'être motivé, parce qu'en fait, on paye à faire un truc, tu seras payé dans tous les cas, donc t'as pas besoin de te donner autant. Alors que sur des chains, ou comme sur Ethereum ou sur Solana, etc. Alors, et Solana, en vrai, c'est un peu différent, parce que la fondation donne énormément de grants aussi. Ouais. Je suppose que l'Ethereum Foundation donne aussi pas mal. Enfin, non, en vrai, pas des applications en elles-mêmes. Bah, ils grantent vite fait quelques projets, mais c'est surtout, ils connectent les projets avec des gens qui peuvent, avec les super teams dans les différents pays, ils connectent les projets avec des gens qui peuvent investir de l'argent. Donc en fait, c'est même pas eux qui distribuent de l'argent, c'est juste que Solana va brancher avec des gens qui distribuent de l'argent. Et ça complète un peu la réflexion qu'on avait, c'est-à-dire qu'on disait que c'était compliqué de build sur d'autres chaînes, etc., parce qu'il n'y a pas les users, l'adoption, etc. Mais même au-delà de ça, c'est difficile de te financer, parce que demain, tu vas voir un VC et tu dis je build sur le Cosmos SDK, etc. Bah forcément, c'est pas aussi chaud, c'est pas aussi excitant ou hypant que genre le VM, ou que sur Solana, ou que sur l'HyperEVM, ou sur d'autres choses, quoi. Donc, c'est Clairement. aussi une économie de l'attention d'un point de vue financement avec les VC qu'il faut réussir à comprendre et cerner. Autre chose, coup de couteau dans le dos de la part de Cosmos, ils nous avaient annoncé l'intégration de la machine virtuelle Ethereum directement sur le hub, donc sur Atom, terminé, discontinu. Donc, pour que vous ayez tous les éléments, Cosmos, enfin, les gens qui s'occupent de Cosmos continuent de mettre à jour la boîte à outils pour faire des chaînes EVM basées sur Cosmos, c'est-à-dire que si vous lancez un nouveau Layer 1 souverain compatible EVM sur Cosmos, vous pouvez le faire, mais Cosmos Hub Atom n'aura pas de machine virtuelle et donc n'aura pas de DEX natif sur Atom. Donc, il y avait une tentative de relance de l'activité sur le Atom. Bah, même cette tentative, elle a été totalement coupée. Pourquoi c'est important d'être EVM et pourquoi on parle aussi de ça? Bah, c'est parce que ça facilite l'intégration de plein de protocoles qui sont clés. Par exemple, demain, tu es EVM. Et wallet. Ça veut dire que voilà, tu as les wallets et tu as les Morpho, Uniswap, AAV, et tu as les Avengers en fait, qui peuvent arriver sur ta chain et qui peuvent en fait, y aller s'il y a un intérêt économique, notamment si tu les payes, ou s'il y a beaucoup de demandes et des utilisateurs assez durs. Et donc, c'est pour ça que en fait, c'est compliqué d'être hors EVM parce que tu peux pas vraiment séduire ces mastodontes qui n'ont pas forcément envie de maintenir leur code base sur plusieurs langages ou plusieurs chains en même temps. Et c'est aussi, je pense, la réflexion de Mark Zeller par rapport au fait que Aave ne vienne pas sur Solana, quoi. Tout à fait. Et du coup, pour retenir, parce qu'on parle de Cosmos et Polkadot, l'intérêt d'un Cosmos et de Polkadot, c'était de pouvoir lancer des réseaux facilement avec des machines virtuelles sur mesure et profiter finalement de la sécurité économique, soit de Cosmos, soit de Polkadot. Sauf que Cosmos, aujourd'hui, c'est 2,5 milliards de FDV. Polkadot, ça va être quoi? Ça va être plus ou moins la même chose, hein, j'imagine. Je n'ai même pas vérifié, pour être franc avec vous. Ouais, 7 milliards, parce que c'est beaucoup plus capitalisé. Mais c'est peanuts en termes de sécurité économique. Donc aujourd'hui, tu peux faire du restaking avec Solana ou Ethereum, donc avoir beaucoup plus de sécurité économique. Tu peux lancer des Layer 2 sur Solana ou des Layer 2 sur Ethereum. Donc en fait, lancer des réseaux souverains sur Cosmos ou Polkadot, faut vraiment en avoir envie, hein. Je vois difficilement comment des projets auraient envie de faire ça. Peut-être que là aussi je peux me tromper, mais je vois pas pourquoi le faire. Il y a quelqu'un qui dit, vous en pensez quoi de la guerre menée par Mark Zeller contre Morpho? Bah, moi, j'ai pas toutes les informations, donc c'est difficile de juger. Je sais pas exactement ce qu'il leur reproche, et je trouve ça un peu dommage que s'il y ait des dramas ou de l'embrouille, parce qu'en fait, j'ai l'impression que Morpho essaye de faire les choses bien. Ils sont aussi français ou francophones.
Enfin, c'est le même écosystème, donc et puis Morpho ont beaucoup innové, donc je suis pas sûr de comprendre pourquoi ils s'engueulent, mais je suppose que c'est parce qu'il y a des intérêts économiques. Ouais, il y a du lourd qui arrive sur Polkadot. Alors oui, il y a Polkadot Jam qui arrive, et là c'est pareil. C'est très séduisant dans l'idée Polkadot Jam, où ce serait un super ordinateur où tu consommes un peu comme un Amazon AWS, tu vois, mais façon Web3. Et en fait, Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Ah, je te remets. tu m'entends? Ouais. Ok. Je sais pas si les gens Ouais. nous voient encore parce qu'ils ont dit c'est ton PC encore qui a bug ou c'est juste le stream? Non, c'était le réseau. C'était le réseau. Ok, c'est bon. C'est une petite coupure réseau. Donc je disais, pourquoi choisir Polkadot alors que Ethereum va être beaucoup plus performant, a déjà tous les institutionnels, a déjà le VM, a déjà liquidité, a déjà le tooling, etc. Tu vois, à un moment donné, je sais que c'est bien de se dire David contre Goliath, les callbacks, il y aura un comeback, etc. Mais moi, franchement, les comebacks sur des projets qui ont rien prouvé en un cycle et demi, 2 cycles, faut y arrêter, tu vois. Mais c'est pas maintenant qu'ils vont franchement, trouver. Si ça pump, c'est genre juste de la spéculation court terme parce qu'il y a juste trop de fric dans l'écosystème. Mais je pense pas qu'il y ait d'innovation majeure sur cette chaîne-là. Voilà, donc ensuite, on a Solana qui devrait d'ici fin août doubler ses performances, puisqu'il y a déjà une proposition qui a été faite. Maintenant, il faut qu'elle soit appliquée sur le mainnet. Donc, on va avoir un Solana qui va taper un bon 3000-4000 transactions par seconde. On a les validateurs Frankendancer qui prennent 9% de l'espace aujourd'hui. Donc, on n'a toujours pas notre Firedancer qui bouffe toute la place. Et en réalité, je sais même pas si ça arrivera parce que le client officiel à Gavé, qui est le client principal, prend tellement de place et est tellement optimisé dans le temps qu'en fait, Frankendancer, c'est bien pour la diversité des clients d'exécution, mais en fait, les améliorations des performances, on les aura sur tous les clients de Solana. Donc, au final, c'est pas très important puisque Solana va s'améliorer dans tous les cas. Voilà. Pour revenir sur Polkadot, ce que je disais, pas Polkadot, pardon, Polygon. Donc là, on a eu la mise à jour qui permet d'avoir 1000 transactions par seconde. D'ici septembre-octobre, on va passer à 5000 transactions par seconde et une finalité de moins d'une seconde. Donc, au même moment de la sortie de Monad, parce qu'apparemment Monad sortirait vers septembre-octobre, on aura Polygon qui sera potentiellement aussi performant que Monad et qui aura déjà prouvé un petit peu. Donc, encore une fois, assez réticent par rapport à Monad personnellement. Ensuite, on a Mourad qui avait raison. On peut le dire, hein. Memecoin Season, Mourad qui fait un ATH wallet avec 62 millions de dollars sur son wallet, grâce au SPX principalement. Je trouve ça complètement fou. Donc, il avait fait 1 million sans avoir touché le wallet, qui nous a exposé ses bagues, qui n'a toujours pas vendu un penny. Franchement, chapeau. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire de plus? Chapeau l'artiste. On s'est tous foutus de sa gueule, mais pour le moment, sur le papier, c'est un énorme braquage qui vient d'être effectué. Bravo à lui. Et il s'arrête pas. Et voilà pour les news du jour. On peut attaquer rapidement sur l'actualité. Bah écoute, hésite pas. Non, parce que, en fait, il y en a plein. Après, je te laisse regarder Coin Hebdo et puis je regarderai s'il y a des choses qui n'ont pas été couvertes. Très bien. Bah écoute, rapidement sur le Coin Hebdo. Faudra qu'on enlève la bannière Chiliz d'ailleurs. Donc déjà, merci beaucoup à Bitpanda sponsoriser cette émission, évidemment. Partenaire principal du Media Coin Academy. Bitpanda qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies. Donc si jamais vous aviez encore un doute et que vous aviez envie de vous exposer aux crypto-monnaies, bah, c'est le moment. On vous laisse du coup en description un lien vers Bitpanda pour vous inscrire. Donc la plateforme vous permet d'ailleurs d'avoir des petits bonus si jamais vous faites un petit peu de volume sur la plateforme. Vous avez également des vidéos de présentation de Bitpanda sur la chaîne de Coin Academy. Donc c'est une plateforme qui permet d'acheter des cryptos, de vous exposer aux matières premières, aux ETF, aux indices, etc. Et qui va aussi sortir une multitude de produits. Donc là, ils ont sorti cette semaine justement le Vision Token, qui est un token bien à eux qui vient embrasser leur visio. Donc il va y avoir un Launchpad, il va y avoir un Layer 2 dédié, etc. On va vous faire un trade justement sur ce Vision Token. On va avoir d'ici quelques semaines le DeFi Wallet aussi. Donc ça va être un wallet dont vous aurez la possibilité de le plugger directement à votre compte Bitpanda. Et vous allez pouvoir faire de la DeFi, faire travailler vos stablecoins, faire des swaps multi-chain, etc. Donc, pas mal de produits qui vont sortir. Voilà, donc on vous laisse regarder tout ça et je vous propose exceptionnellement d'enchaîner directement sur les actualités. Donc, Trump voudrait ouvrir les retraites américaines aux cryptos. On a apparemment un décret qui arriverait pour proposer justement d'investir dans le Bitcoin, dans l'or et les private equity pour les plans retraite 401k. Donc, c'est un plan retraite très connu aux États-Unis. Si c'est le cas,
bah, ça veut dire qu'on va avoir encore plus de pression acheteuse sur Bitcoin et peut-être même sur d'autres crypto-monnaies par la suite. Ce serait complètement ouf. Toujours dans la logique des pressions acheteuses, on en a parlé plus tôt, on a Sharplink, donc qui est une entreprise cotée en bourse, si vous tapez Sharplink stock. Entreprise cotée en bourse qui se fait des grandes réserves en Ether, qui va continuer de lever de l'argent pour acheter encore plus d'Ether. Ils avaient levé historiquement $1 milliard, et ben ils leveraient jusqu'à $6 milliards pour acheter des Ethers. Si c'est le cas, ça va être vraiment une pression acheteuse de ouf et ça va donner des idées à d'autres projets. Donc autant on a eu pendant un moment on va dire l'ETF d'Ethereum qui laguait un peu par rapport à Bitcoin, autant là c'est en train de s'accélérer vraiment violemment. Et je suis assez d'accord avec Léo, si on continue d'avoir des inflows d'une violence pareille pendant des semaines, voire des mois, on peut avoir un Ether qui nous fasse ATH sur ATH en fait, tout simplement. Ensuite, on a PumpFun qui a lancé son buyback, donc ça je vais faire très rapide. PumpFun a sorti son token. Très rapidement, ils ont alimenté $30 millions sur un wallet pour buyback du Pump, donc ça a surpris un petit peu tout le monde. Ça a permis au jeton Pump de PumpFun de monter. Et depuis Silence Radio, il y a eu un autre petit buyback le 17, mais depuis plus du tout de buyback. On peut suivre d'ailleurs l'activité du wallet directement on-chain. On n'a pas eu de communication particulière depuis. Ah, ils ont plusieurs et c'est wallets, le calme plat. Ok, moi j'en connais qu'un du coup. Ok. Ils avaient plusieurs adresses, j'avais lu ça. Donc je pense qu'ils vont laisser leur token tranquille quelques jours, quelques semaines. Et je pense que sur des timings classiques, à chaque fois que les gens vont se moquer pour dire ouais il faut shorter Pump, faut l'envoyer à zéro, ils vont mettre une grande quicheta en buyback pour liquider des shorts et essayer de faire survivre le token aussi longtemps que possible. C'est pour ça que moi personnellement, en investisseur spot, je suis moyen chaud, mais faire des leviers là-dessus, faut s'accrocher parce que je pense qu'à tout moment tu peux te faire niquer par un buyback si jamais tu shorts. Et dans le même sens, vouloir long cet actif en sachant que c'est un petit peu le vilain petit canard en ce moment, faut aussi être très accroché. Donc, à mon avis, ça va être manipulation land. Attention à la manipulation. Donc, faites gaffe. Ensuite, il y a eu un espèce de drama. Alors, en gros, CZ a retweeté un autre compte où l'autre compte nous explique que Coinbase aurait envoyé des sources anonymes aux médias Bloomberg pour publier un article à charge qui explique qu'il y aura un conflit d'intérêts entre Trump, Binance et CZ et les Émirats Arabes Unis. Pour faire très court, apparemment, le stablecoin USD1 aurait été développé par Binance et il aurait permis à un fonds émirati, si j'ai bien compris, d'investir $2 milliards sur le projet de Trump. Et donc, voilà, l'idée, c'est de dire, regardez, il y a des conflits d'intérêts entre Binance et Trump et compagnie. Donc, du coup, CZ a fait une communication. Surtout que Coinbase a saboté Binance de ce point de vue-là, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Oui, c'est ça. Donc, au final, CZ, il n'a pas dit directement. Il a d'abord retweeté un tweet, ce auquel le CLO, donc le Chief Legal Officer de Coinbase, a publié de manière réciproque. Non, c'est des conneries, on n'a pas envoyé de source, on ne fait pas de concurrents, etc. Et CZ a dit oui, d'accord, peut-être qu'il faudrait que je porte plainte. Bon, bref, c'est des petites querelles à la con. Mais personnellement, je sais pas si Coinbase a FUD, mais je pense qu'il y a effectivement un conflit d'intérêts entre Binance et Trump. Et du coup, ça va être intéressant à surveiller parce que si ça se trouve, CZ et Binance, ils vont lancer des projets crypto. Et Trump va essayer de faire des petites annonces politiques qui vont aller dans le sens de CZ. Je pense qu'ils sont copains en off. Toujours pour parler de Trump, on a le jeton WLFI qui devient échangeable pour la première vague d'investisseurs du projet. Il y a eu une proposition de gouvernance qui a été votée favorable pour pouvoir le faire, mais tous les jetons ne sont pas encore échangeables. Il va falloir une deuxième proposition de gouvernance. Donc, il se pourrait que très bientôt, le jeton de Trump soit tradable sur les marchés. Et donc, on va voir si la valorisation sera nettement au-dessus de l'ICO. À l'époque de l'ICO, elle était à quoi la valo ? Elle était à 200 millions, je crois. J'ai plus le souvenir. Il me semble que c'était 200 millions de FDV. En tout cas, on va surveiller ça avec attention. Je suis chaud si dans le chat vous l'avez. J'avoue que j'ai oublié. WLFI, désolé, je vais aller voir ça tout de suite. Est-ce que le chat je pense qu'on va avoir l'info. On sait qu'ils ont raise comme des... C'est 1,5 milliard apparemment. 1,5 milliard. Ouais, ils ont levé 715 millions apparemment. Roger Ver qui est dans une petite querelle avec les États-Unis. Alors Roger Ver, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Bitcoin Jésus, c'est un des premiers investisseurs Bitcoin. C'est un des premiers gars qui a vraiment fait une propagande extrême pour Bitcoin. Ensuite, il a été déçu de ce qu'est devenu Bitcoin. Il a forqué Bitcoin pour faire Bitcoin Cash.
Un peu avant ça, il a abandonné sa nationalité américaine pour aller se faire une nationalité dans une île, je sais plus laquelle, pour être dans un espèce de paradis fiscal, pour pas être emmerdé, parce que quand vous êtes citoyen américain, eh bien, vous devez continuer de payer vos impôts, même si vous vivez à l'étranger. Donc lui, il a voulu abandonner sa nationalité. Et bien, du coup, le gouvernement américain l'attaque parce qu'il n'aurait pas payé tous les impôts qui vont bien. Et en plus de ça, il était encore patron de différentes sociétés qui étaient encore localisées aux États-Unis. Donc, il doit un minima 48 millions de dollars et il risque jusqu'à 109 ans de prison. Actuellement, il est en Espagne et il est en train de lutter contre son extradition aux États-Unis. Donc, je pense qu'il va tout simplement se battre pour essayer d'avoir un pardon de Trump. Et je suis pas sûr qu'il l'ait, à part s'il arrive à se payer un énorme pognon. Voilà. Ensuite, on a le président de la SEC qui voudrait mettre en place potentiellement des exemptions concernant la réglementation crypto. Donc là, c'est pareil. L'idée, ce serait de mettre en place des règles qui facilitent encore l'innovation, encore une fois, pour aller dans le sens des cryptos. Donc, pour le moment, c'est des annonces. Normalement, cette semaine, on va avoir justement des annonces concernant la stratégie américaine pour faire un fonds de réserve en Bitcoin. Donc, petit à petit, tout va dans le sens des crypto-monnaies pour la réglementation. Des réglementations pour les ETF, des réglementations pour qu'est-ce qui est un actif, security ou pas, pour les stablecoins, maintenant ça, les fonds de retraite qui pourraient être utilisés pour investir dans les crypto-monnaies. Franchement, c'est vraiment violent ce qui se passe. Mais ce qui est encore plus violent, c'est que ça se passe exclusivement aux États-Unis. Nous, côté européen, c'est nada. Il se passe absolument rien. J'en ai terminé du coup pour les actus. Désolé, ça partait un petit peu dans tous les sens. Il y avait tellement d'autres choses à voir avec vous. Toi, tu as noté des choses, Léo. Est-ce qu'il y a des choses très importantes que j'ai ratées? Il y a Saylor qui a racheté du BTC. Il y a Vanguard qui est devenu le premier actionnaire de MicroStrategy. J'ai trouvé les deux assez intéressants. Il y a Trump qui a acheté pour 2 milliards de dollars de BTC. Il y a Coinbase qui est en ATH avec Coin. Et sinon, il y a les stocks qui sont en lending aussi sur Camino. Donc, vous pouvez maintenant lender, borrow des stocks tokenisés sur Camino. Après, j'ai regardé, c'est vraiment minuscule pour l'instant. Et sinon, il y a aussi Powell, potentiellement, qui se prend encore des pressions de Trump et qui aurait déjà préparé des lettres et tout à son encontre. Mais je pense que le plus gros, c'est surtout le Genius Act et le Clarity Act aux US qui ont été signés, votés, etc. Et en fait, les deux permettent beaucoup plus de flexibilité aux US par rapport aux cryptos et notamment aux stablecoins. Et c'est pour ça que vous voyez autant d'annonces maintenant. C'est parce que justement, avec le Genius Act et le Clarity Act, globalement, moi, ma sensation, c'est que en fait, en Europe, on est pieds et mains liés, et aux US, on va partir en gros Far West. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, en fait, l'Europe, c'est encore de la merde, parce qu'on est encore désavantagé par rapport aux Américains, de ce que je comprends, avec des règles qui ont l'air plus dures et qui nous empêchent de faire plus de choses. Et je pense qu'il y a juste trop de gens qui vont encore partir... en vrai, aujourd'hui, je serais en crypto, je serais soit aux États-Unis, soit à Dubaï, si j'étais pro crypto, ou peut-être à Singapour. C'est bien résumé. Mais franchement, en fait, ça m'a fait prendre du recul, encore une fois, sur le... On nous a vendu le Crypto Hub... en France et à Paris. Mais en fait, il y a plein de... En fait, la France a de la chance d'avoir des gens qui sont très intelligents et des builders qui sont très intelligents. Mais j'ai l'impression que nos politiques font rien pour leur faciliter la vie. Je pense qu'on l'a vu avec Achar, mais je pense qu'on l'a vu aussi avec d'autres gens. Et en fait, c'est juste triste, en fait, parce que tu as un pays où il n'y a que des kidnappings et en plus, tu as une législation qui est plus compliquée. Donc voilà, on ne fait que se tirer des balles dans le pied. Ça fait plaisir. Et en plus, on se fait chier dessus par tous nos politiques, en se faisant traiter de tous les mondes. Et les taxes. Voilà. Donc on met tout le monde dehors. Donc on met tout le monde dehors. Et surtout, les réglementations font que c'est très compliqué d'investir big dans des projets crypto quand tu as une entreprise, etc. Donc elles ne sont pas tentées de le faire. Donc du coup, la love money en Europe, elle n'est pas non plus présente. Mais je crois surtout qu'avec le Clarity Act ou le Genius Act, en gros, aux États-Unis, ça empêche le gouvernement de faire une CBDC, donc de faire un dollar numérique, alors qu'en Europe, on est toujours bullish sur ça, alors que globalement, je sais pas, c'est juste déprimant en fait de voir ça fait tiep. Et notre continent faire autant de la merde en fait, ça dégoûte quoi. Donc j'espère être le plus loin possible de l'Europe, honnêtement, parce que quand on est en crypto, ça rend pas les choses simples. Rien qu'avec l'EU Travel Rule, ça rend l'Europe non compétitive. C'est pas des trucs que tu as nécessairement dans tous les autres pays, quoi.
Donc en fait, tu as juste envie de trader on-chain, et je pense aussi que c'est pour ça que Hyperliquid a autant de succès, c'est parce qu'il n'y a pas de KYC, et que en fait les gens en ont marre d'être contrôlés à chaque action qui s'effectue, et d'avoir limite plus de contrôle que quand tu vas faire des investissements en bourse. Donc après, je le conçois d'un point de vue fiscal et de la perspective de pas mal de politiques. Mais le truc, c'est que dans la réalité, juste ça te dégoûte d'utiliser les cryptos, et c'est hyper dissuasif, alors qu'on est censé être quand même pro-innovation, et c'est ça qui drive aussi l'économie, les profits et donc les impôts. Donc, voilà. Moi, je le conçois même pas, parce qu'en fait, il y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de vision, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui est fait pour aller dans le sens de l'innovation et de l'économie, donc on va juste être sur le teco comme d'hab, on va être les putes des Américains comme d'hab, et comme d'hab, on va se plaindre, et ce qui me dégoûte encore plus, pour taper mon coup de gueule, c'est de voir toutes ces politiques qui sont invitées sur des plateaux télé. Donc ça veut dire que les médias sont de mèche, que l'oligarchie, elle est de mèche, et ça me dégoûte. Voilà. Parce que en fait, au lieu de pousser tout le monde vers le haut, on s'enfonce tous. Ils nous enfoncent, et juste barrez-vous en fait. Si vous avez, ça va pas. Ce discours, il va pas tenir à tout le monde, parce que vous avez probablement un boulot, de la famille et tout. Vous êtes en France, donc vous êtes pas ennuyé. Mais si vous êtes jeune, que vous n'avez pas forcément de famille, que vous avez envie d'évoluer, juste barrez-vous en fait. Parce que juste voyager. C'est trop de la merde. C'est trop de la merde. Voilà. Non, mais les gars, franchement, on serait les premiers contents que notre pays fasse des trucs positifs, mais c'est juste des ans à chaque fois. Donc, mais il y a rien. Et puis c'est des énormes menteurs. C'est des énormes menteurs, parce que ça fait depuis 2017 qu'on est à fond dans les cryptos, et qu'ils nous disent on va faire ci, on va faire ça, et non seulement ils ont rien fait, mais en plus de ça, quand ils ont fait, ça a été pour valoriser des projets étrangers comme Binance, tu vois, ou ce genre de choses, au lieu de valoriser des produits purement français. Donc ça fait trop tiède. Ils n'ont initialement pas suivi les règles, d'ailleurs. Donc ça montre à quel point c'est trop de la merde. Incohérent. Ouais. C'est trop de la merde, ça dégoûte. Voilà. Donc si jamais vous voulez protéger vos cryptos, vous avez les vidéos sur la chaîne de Coin Academy. Et comme d'habitude, voilà, dans les rediffusions, à chaque fois, on vous met en description du coup le timecode si vous voulez sauter à un instant précis de l'émission, revoir un moment que vous n'avez pas bien écouté pendant le live, par exemple. Et vous avez les liens utiles avec nos différentes analyses, créer un compte sur Bitpanda, suivre les vidéos importantes qu'on a mentionnées dans l'émission, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Pour ce qui est de Coin Academy, vous avez toute l'actualité qui se trouve ici. Vous avez nos articles airdrop, si jamais vous voulez tenter de farmer des airdrops, nos analyses fondamentales et nos articles académiques, si vous voulez en apprendre plus sur le marché. Donc voilà, difficile de savoir à chaque fois dans quelle direction on va. Je pense qu'à court terme, c'est très 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 bullish. Je vois pas ce qui pourrait être différent. On refera le point dans quelques semaines. Ça se trouve, ça va aller très très vite d'un coup, avec des candles très vertes d'un coup, et puis ça va s'essouffler d'un coup, je ne sais pas. Mais ça sent très bon en tout cas à court terme. Et n'oubliez pas de jamais vous mettre en danger, de jamais risquer tout, notamment sur des produits dérivés. Et c'est pas parce que le marché s'enflamme que ça va continuer éternellement, tout le temps, plus 20% tous les jours. Enfin, faut vous rappeler qu'il peut y avoir des corrections. Donc voilà, prenez pas des risques inconsidérés, sachant que moyen long terme, on a beaucoup de choses qui vont dans notre sens. Donc essayez de pas vous faire dézinguer avant qu'on arrive entre guillemets à destination. Donc voilà, sur ces mots, prenez bien soin de vous. J'espère que vous aurez apprécié cette petite masterclass avec Capet et moi-même. Et tout simplement, bonne semaine à vous. Et on espère. Bonne semaine à vous. Tchuss.